ravis d'accueillir Olivier, Charlie et toute l'équipe de recherche école collège du Maine-et-Loire. Enfin, on va vous laisser vous présenter Olivier, Charlie, Stanislas, Sophie. Et puis, n'hésitez pas, on prendra là dans cette session, on prendra les questions à la fin. Et en attendant, vous pouvez poser les questions dans le chat, nous on les relaiera. Olivier, Charlie, on vous laisse la main. Bon, alors bonjour à tous, j'espère que vous voyez l'écran partagé. C'est bon, donc vous avez un diaporama à disposition. Oui, c'est parfait. Donc ravi de vous accueillir à cette conférence table ronde. C'était intitulé Table ronde sur donc un sujet qui est censé rassembler ici des acteurs du monde éducatif on va dire du CM1 jusqu'à la terminale. Alors, on aura l'occasion d'en discuter peut-être après, mais on est dans un cadre plutôt scolaire des pratiques philosophiques, ici, pour cet après-midi. Et donc, on vient en force, comme vous voyez, il y a beaucoup de noms. Il y a une absente, c'est Anne-Sophie Picard qui s'excuse, elle est aphone. Donc, elle aurait bien voulu, elle est en forme, mais elle ne peut pas parler. Voilà, donc elle s'excuse, professeure des écoles en CM2 dans le Maine-et-Loire. Charlie. Donc, je vais vous laisser chacun, je vous nomme, et puis vous vous présentez en un mot. Charlie. Bonjour à tous, Charlie Renard, professeure de lycée, de philo en lycée et puis voilà, doctorante en sciences de l'éducation. Stanislas. Oui, je suis professeur de lettres en éducation prioritaire au collège Joséphine Baker au Mans. Et voilà, je suis titulaire du DU philo. Voilà. Sophie. Sophie Blondet, professeure des écoles en CM1, CM2 dans une école rurale et maître formateur. Sabrina. Sabrina Rétouré, je suis également enseignante en CM1, CM2 et aussi maître formatrice. Et Olivier, donc si certains ne me connaissent pas, donc je suis professeur à l'INSPE, enseignant et doctorant. Et dans le cadre de mon doctorat, j'ai la chance d'accompagner cette équipe. On est toute une équipe donc à travailler sur l'écriture philosophique. On va vous expliquer pourquoi on est toute une équipe. Donc, on va vous rappeler, voilà, on avait affiché des objectifs et des contenus. Donc, on va avoir une présentation en 3 temps. Dans un premier temps, on va vous parler des enjeux de notre recherche et donc des enjeux de l'écriture philosophique. Dans un deuxième temps, on va vous proposer concrètement un scénario d'enseignement de l'écriture philosophique et ce scénario a la prétention de pouvoir toucher les enfants et adolescents, donc du CM à la terminale. Et puis, on aura la proposition d'une boîte à outils, voilà, d'une multiplicité d'outils qui ne sont pas forcément à prendre dans une forme chronologique. Donc, ce sera à vous de vous les approprier et on vous précise tout de suite pour ceux qui trouveraient que ça va un petit peu vite par moment, d'une part que cette conférence est enregistrée et d'autre part que les outils qu'on vous présente sont tous disponibles donc sur le site de la DSDN 49. On a notre site. Donc, vous tapez dans votre moteur de recherche Phil2ec, PHIL 12 et EC, et vous tombez sur notre site où vous aurez toutes les ressources dont on va parler et plus développées encore. Donc, si vous voulez bien, on commence avec la présentation des enjeux, l'écriture philosophique, et donc une écriture qui s'enseigne sur la durée. D'où on espère avoir un public ici très divers, alors d'enseignants, mais pas que, mais en tout cas, si c'est un public enseignant, de école, collège, lycée. Alors, pourquoi on est une telle équipe? C'est qu'en fait, on est un lieu d'éducation associé, donc associé à l'IFE, entre autres, associé aux écoles, à l'IFE. Et l'idée, c'est de mettre en place une recherche collaborative. Une recherche collaborative, l'idée, c'est que c'est une association de chercheurs et d'enseignants, et il n'y a pas de position de surplomb de l'un ou de l'autre, surtout pas du chercheur. Et donc, on a on va dire un intérêt commun, un sujet commun, et puis on co-construit des modules, on co-analyse nos modules, et on co-publie, et on
co-présente nos résultats ou nos problèmes. Et c'est le cas aujourd'hui. On est très heureux d'intervenir toute une partie de l'équipe. On excuse aussi l'absence de quelques membres de l'équipe qui ne pouvaient pas du tout se rendre disponibles, dont Justine Juret, qui a ses enfants, voilà, qui ne pouvait absolument pas se libérer. Qui j'oublie d'autres, Fabienne Perrault, qui je pense est dans le public, mais en tout cas, voilà, n'interviendra pas ou interviendra si elle est là à son souhait, à sa guise. Il y a Nicolas Chailloux, qui est inspecteur d'éducation nationale, qui fait partie de l'équipe aussi. Je ne sais pas s'il est dans l'Assemblée, mais en tout cas, voilà, on a un soutien institutionnel important. Et on a Cécile, qui est professeure de français au Collège d'Ingrande, qui nous accompagne aussi cette année dans notre troisième et dernière année de recherche. Alors, cette recherche collaborative donc, sur l'écriture philosophique, en fait, elle est importante à 3 niveaux. Donc, on veut vous décrire d'abord les 3 enjeux de cette recherche. Pourquoi parler d'écriture philosophique ? Eh bien, l'écriture en philosophie est importante d'un point de vue heuristique, pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par enjeu heuristique de l'écriture? Eh bien, c'est que l'écriture est un formidable outil qui a été inventé par l'humain et qui permet de penser. Voilà, on parle d'écriture réflexive. Donc, si vous voulez, ce serait dommage de se passer de cet outil pour penser et d'être que sur une approche verbale, orale de la philosophie. L'écriture offre des potentialités incroyables. Alors, à condition de sortir d'une logique qu'on va dire phonographique ou idéographique de l'écriture. C'est-à-dire que penser que écrire, c'est d'abord parler et mettre à l'écrit ce que l'on a dit. Ou que écrire, c'est d'abord je pense, puis j'écris ce que je pense. La recherche montre qu'écrire, c'est tout autre chose. Et donc, on invite dans notre recherche les enseignants à sortir, et les praticiens, à sortir de cette idée que écrire, c'est juste après pour garder trace, par exemple. Donc, on parle d'une écriture pour penser, apprendre, agir, se comprendre. Cette écriture qui est réflexive, en fait, elle peut prendre 3 formes. On peut avoir une écriture fonctionnelle. Je pense, par exemple, à la prise de notes ou aux cartes mentales, aux cartes conceptuelles. On va parler aussi d'une écriture réflexive autobiographique, où je me narre, je me raconte, je parle de moi, il y a une sorte de vérité de moi que j'essaie d'inscrire dans l'écriture. Et puis on parle d'écriture fictionnelle, donc ça peut être une écriture inventée, donc vous allez retrouver ça dans tous les outils. Donc on a une exploration dans notre lieu d'éducation associé, dans notre Léa, de ces 3 types d'écrits. Ça, c'est l'enjeu heuristique. Pourquoi se passer de cet outil formidable qu'est l'écriture? Le deuxième enjeu, il est génétique, et là, ça va être peut-être un peu violent pour certains d'entre vous, mais l'idée forte, provocatrice, c'est que quelque part, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de philosophie sans écriture. Voilà, c'est un petit peu fort, mais alors vous allez me dire, bah alors donc ça veut dire que quand on fait un débat philo avec des enfants, c'est pas de la philo? Ben, on va questionner ce rapport, voilà, cette place de l'écrit, et retenez que dans cet après-midi, on va peut-être parler plutôt de genre scriptural, parce qu'on peut avoir un oral scriptural. Donc on en reparlera si vous le souhaitez, mais quand on parle d'écriture, ça peut être aussi parler comme un livre. Voilà. Et c'est vrai qu'en philosophie, on a tendance à attendre des enfants, des adolescents, des adultes qui parlent un petit peu comme des livres. Alors, le premier cadre, c'est quand même le cadre de la philosophie occidentale. Et la philosophie occidentale, elle naît quasiment dans l'écriture et elle est consubstantielle de l'écriture. Il y a un certain nombre de travaux qui le montrent. S'il y a des professeurs de philosophie dans l'Assemblée, si vous voulez, on pourra discuter après de la place de Platon et de sa critique dans le Phèdre de l'écriture, qui est très discutable et finalement qui n'est pas forcément une remise en question du rapport de la philosophie et l'écriture. Deuxième point, c'est l'apport de l'anthropologie, c'est de montrer que l'écriture apporte une potentialité que n'offre pas l'oral, et que l'écriture développe une pensée différente de celle qu'on développe à l'oral. Et troisième point, aussi provocateur, dans ce monde où on essaye quand même, vous êtes tous ici des éducateurs, à mon avis, qui focalisaient beaucoup sur le collectif, et à juste titre, fondamental, cette communauté de recherche qu'on appelle de nos voeux, eh bien, il ne faudrait pas casser le bâton dans l'autre sens et oublier l'importance aussi de la solitude. L'importance de moments
pour penser seul avec soi, en soi, et cette pensée, en fait, est habitée des autres et permet la présence des autres. Moi, là, j'ai pas le temps de développer dans le cadre de cette conférence, mais ce sera avec plaisir que je développerai ailleurs ce rapport que développe quelque part Hannah Arendt. Troisième enjeu de l'écriture philosophique, autre qu'il soit un outil heuristique et qu'il soit consubstantiel de la philosophie, eh bien, c'est le rapport institutionnel. Nous allons nous inscrire cet après-midi quand même dans la philosophie comme genre scolaire, que ça plaise ou que ça déplaise. Et on va garder en ligne de mire eh bien, cet exercice exigeant de la philosophie en terminale, entre autres avec des attendus institutionnels que sont la dissertation et l'explication de texte. Et Charlie vous dira tout à l'heure qu'il n'y a pas que ces deux modèles, mais en tout cas, voilà, on appelle de nos voeux que tout élève en France accède à la dissertation, ne soit pas exclu, que ce ne soit pas réservé à une élite. D'où notre question de recherche qui est d'explorer les conditions de possibilité d'un enseignement-apprentissage de l'écriture philosophique, et ce, dès la fin de l'école primaire, parce que philosopher, ça prend dans la durée. Donc, on se demande comment favoriser l'écriture dans le cadre des ateliers de philosophie avec les enfants adolescents et comment développer des compétences en écriture à visée philosophique dès la fin du primaire. Quand on fait une recherche collaborative, on se met d'accord un petit peu au départ sur un process qui va évoluer au fur et à mesure de la recherche. Et donc, on co-situe notre objet et on s'est dit, a priori, on peut penser que la production d'écrits diversifiés, plein de types d'écrits différents, structuré, architecturé autour d'un projet, nourri d'une culture variée, dans un cadre réflexif explicite, doit permettre de cheminer vers cette écriture philosophique et favoriser le développement du genre. Alors, évidemment, ce qui est important aussi, c'est de mesurer les potentiels obstacles dans l'apprentissage, l'enseignement-apprentissage de l'écriture philosophique. Et nous en présentons 4 aujourd'hui. Donc, tout d'abord, des possibles malentendus socio-cognitifs autour de l'enseignement de la philosophie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un malentendu socio-cognitif? Alors, c'est un concept qui a été théorisé par le groupe ESCOL pour comprendre pourquoi et comment la relation pédagogique peut ne pas fonctionner et pourquoi certains élèves rencontrent des difficultés dans l'apprentissage. Alors, un malentendu, c'est une construction conjointe de l'enseignant et de l'élève, et ça se produit quand ils ne partagent pas la même compréhension de la situation. Il y a un décalage entre ce que l'enseignant croit faire et ce que l'élève interprète. Et cette interprétation, elle s'enracine dans certains rapports au savoir et rapports au langage qui sont contractés soit hors de l'école, mais aussi dans l'école. Et ces rapports au savoir, ils ont une dimension épistémique, identitaire et sociale. Et pour ce qui est de l'écriture philosophique, il y a notamment les travaux de Patrick Rayoux, qui ont montré que, par exemple, pour l'écriture de la dissertation philosophique, bien, il peut vraiment y avoir des malentendus socio-cognitifs. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans la dissertation, on demande, même dans le bulletin officiel, c'est écrit qu'il faut qu'il y ait, que ce soit l'exercice d'une pensée propre. Mais en même temps, qu'on demande cette pensée propre, cette pensée personnelle, c'est un écrit qui demande aussi que cette pensée, elle tende vers l'universel, donc elle dépasse le singulier, et vers l'objectivation des propos, donc c'est-à-dire qu'on parte du moi empirique, du moi subjectif, et qu'on s'ouvre à une pensée plus universalisante. Et donc vous voyez que ça, typiquement, ça peut créer des malentendus, parce qu'on dit à la fois qu'il faut avoir une pensée propre, et l'élève peut tout à fait comprendre qu'il faut qu'il parle juste de ses anecdotes personnelles et de sa vie personnelle. Alors, il y a aussi des rapports à l'écriture des élèves et des rapports à l'écriture des enseignants qui sont potentiellement des obstacles dans l'enseignement-apprentissage de l'écriture philosophique. Alors, qu'est-ce que c'est que le rapport à l'écriture? Pareil, en quelques mots, c'est l'ensemble des significations construites par le scripteur à propos de l'écriture, de son apprentissage et de ses usages. Et donc, finalement, en fonction de ce rapport à l'écriture des élèves, mais aussi des enseignants, eh bien, ça peut influencer grandement le goût d'écrire et la capacité à rédiger des textes de qualité, et notamment des types de textes particuliers qui demanderaient une réflexivité. Pour ce qui est du rapport à l'écriture des enseignants, eh bien, ça joue sur les pratiques professionnelles. Ça veut dire comment on va enseigner l'écriture, quel type d'exercice on va choisir pour faire travailler l'écriture auprès des élèves. Et donc, vous voyez qu'il y a vraiment un lien, une relation très forte
entre l'enseignement-apprentissage de l'écriture, entre moi-même en tant que scripteur, comment j'écris, et les rapports à l'écriture. Et puis enfin, les rapports à la norme, eh bien, on pourrait dire qu'il y a une tension qui subsiste en fait entre l'apprentissage d'un genre scolaire, et notamment de certains exercices qui sont très normés, hein, la dissertation, encore une fois, par exemple, en philosophie. Alors, d'un côté, les normes, c'est aussi plus facile pour évaluer, hein, parce que si on a tous un cadre similaire, on peut plus facilement comparer et puis aussi juger de la production d'un écrit. Mais là, dans le cadre en particulier de l'écriture philosophie, ce qui pose problème, c'est qu'on demande aussi un engagement personnel, une mise en jeu de la subjectivité et de la liberté de penser. Et donc, la question des normes ou de la construction des normes par le sujet scripteur, vous voyez qu'il peut y avoir une tension didactique ici qui émerge. Et donc, ça pourrait se résumer d'ailleurs, les normes menant vers l'évaluation, à cette question que pose Sébastien Charbonnier dans son livre « Que peut la philosophie ?» Il dit finalement comment mettre une note à la liberté. Vous voyez que cette question de la norme, elle est à la fois fondamentale, parce qu'il faut des normes pour écrire, et en même temps, il faut aussi se libérer des normes pour produire une écriture qui soit personnelle et émancipatrice. Alors là aussi, parmi les enjeux de cette recherche, eh bien, il y a cette idée que réfléchir sur l'écrit philosophique, c'est aussi quelque chose qui a été, une réflexion qui a été réouverte par les réformes du lycée. Alors d'abord, les réformes depuis 2019 avec la création d'une nouvelle spécialité HLP, Humanité, Littérature et Philosophie, et notamment 2 nouveaux types d'écrits, l'essai et la question d'interprétation. Et alors là, ça a été vraiment dans le corps professoral des enseignants de philosophie, ça a été vraiment une révolution parce que, en fait, là, on sépare l'enseignement de la philosophie de l'exercice de la dissertation et l'explication. On dit que ce n'est pas forcément dans l'ADN, mais on ouvre de possibles écritures différentes et aussi donc de possibles normes à reconstruire. Et donc, c'est vraiment très enrichissant. En tout cas, c'est ce que je pense. Et puis, il y a une autre chose aussi qui est assez récente, qui a quelques années, hein, c'est l'ouverture de la philosophie au lycée professionnel, où il y a un accent, où le levier principal, c'est le dialogue. Hein, quand on regarde les bulletins officiels, c'est ça qui est mis en avant, ce sont les dialogues. Mais l'écrit pourrait tout à fait trouver sa place et pourrait être vraiment valorisé aussi pour permettre de mieux penser et puis aussi pour aider les lycéens professionnels à structurer leur pensée via l'écrit. Alors, on va vous proposer, pour rentrer dans le vif du sujet, un peu de lecture. Voilà, on va vous proposer en fait des productions d'élèves obtenues dans le cadre de notre lieu d'éducation associé. Alors voilà le premier document qu'on vous montre, donc je vais laisser Sabrina le lire. Peut-être préciser pourquoi c'est toi qui le lis. Parce qu'en fait, c'est une production qui a été réalisée dans ma classe. Donc, je vais vous en faire la lecture parce que ce n'est pas tout à fait lisible comme ça à l'écran. Pour commencer, nous pensons que se connaître soi-même est difficile. Car, par exemple, nous ne connaissons pas nos goûts futurs. Cela veut dire que nous changeons avec le temps, comme le bateau de Thésée. Pour poursuivre, nous pensons qu'il y a des choses inconscientes qui nous empêchent de nous connaître nous-mêmes. Par exemple, une fille a dit à sa maman qu'elle parlait trop fort au téléphone, elle ne le savait pas. De plus, nous pensons que dans notre mémoire, il y a des souvenirs et des idées qui viennent et d'autres qui partent. Donc celles qui partent, nous les oublions. Ce qui fait que les souvenirs de quand nous étions petits laissent la place aux idées et aux souvenirs du présent et du passé. Donc, nous sommes obligés de nous voir en photo plutôt que dans notre mémoire. Du coup, notre identité change tout le temps. Mais nous poursuivons que oui, car nous pouvons... Nous poursuivons avec oui. Qu'on peut se connaître soi-même. Pour commencer, on veut très bien connaître notre personnalité, car on sait ce qui est au fond de nous. Pour poursuivre, nous pensons que personne ne peut connaître nos qualités et nos défauts mieux que nous-mêmes, nos secrets et nos proches. Oui, c'est bon. De plus, nous connaissons nos sentiments. Par exemple, si je suis en colère, mais que je suis seule, je suis libre. Je suis seule à savoir que je suis en colère. Oui, on peut se connaître soi-même. Car si je me connais,
Si je ne me connais pas, je ne connais rien de moi. Par exemple, je ne peux peut-être pas avoir de personnalité, car si je n'en ai pas, je ne suis rien du tout. Donc, je vais exister physiquement, mais pas mentalement. Pour conclure, j'ai été énormément mitigée. Mon avis a balancé entre les deux. Mais finalement, pour moi, ça sera non. Car peut-être qu'on peut se connaître tout seul, oui. Mais moi, je dis que je sais énormément de choses grâce aux autres et aussi grâce à notre nourrissage culturel que j'ai réussi à trancher. Donc, pour moi, ça sera non. Peut-on se connaître soi-même, car j'ai besoin des autres pour savoir vraiment qui je suis. Voilà la première production donc, qui était donc une réponse au sujet « Peut-on se connaître soi-même » dans une classe de CM2, Sabrina, ou CM1, CM2? CM1, CM2. CM1, CM2. Donc voilà un exemple de production. L'introduction a été écrite collectivement, donc il y avait une introduction en amont et le texte est produit, c'était nous nous sommes posé la question, peut-on se connaître soi-même? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'avoir une idée claire de ce que l'on est? Est-ce qu'il est possible de connaître notre identité? Est-ce qu'on peut se connaître soi-même ou ce sont les autres qui nous connaissent le mieux? Est-ce qu'il y a des choses qui nous limitent ou nous empêchent de nous connaître? Donc Sabrina, c'est bien ça, c'est dicté à l'adulte, hein, l'introduction. Et oui, après, une introduction collective. Voilà. Et après, on ne vous dit rien, mais on obtient une production comme ceci d'un élève de CM1, CM2. Deuxième proposition de lecture. Donc, pourquoi vouloir grandir? Alors là, je ne sais plus si c'est Sophie ou si c'est Charlie qui lit. C'est moi qui lis. Alors, oui, non, c'est... peut-être tu veux... Vas-y, Sophie, si tu veux lire. C'est Sophie qui lit. Sophie. C'est donc sur le thème de grandir dans ma classe en CM2. Pourquoi vouloir grandir? Est-ce qu'on grandit réellement? C'est une question que je me pose. Car est-ce que le mot grandir ne serait qu'un prétexte pour qu'on apprenne et qu'on fasse des choses de grand? Les avantages seraient que, logiquement, on pourrait faire ce qu'on veut, et les inconvénients seraient que les responsabilités seraient plus lourdes. Est-ce que ne plus faire de bêtises signifie vraiment que tu es grand? C'est une question qui me paraît bien, car les gens peuvent très bien faire des bêtises tout en étant grands, donc ça me donne des doutes. Les avantages sont qu'on peut faire de petites bêtises pas graves tout en étant grand. Les inconvénients sont que tout le monde serait parfait et qu'à la moindre erreur, prison ou même peine de mort. Ce serait terrible. Est-ce qu'utiliser des objets dangereux signifie que tu es grand? En fait, j'utilise déjà des objets dangereux, mais je pense que ça ne signifie pas qu'on est grand. En fait, grandir signifie que ton corps change, mais pas que. Nous devenons plus intelligents et plus matures. Mais ça demande beaucoup de responsabilités, car si tu veux fonder une famille, il faut s'en occuper. Et toutes ces choses-là font que nous sommes des humains et que nous grandissons. Donc voilà un texte obtenu dans la classe de Sophie, en CM2, Sophie, hein, c'est pas CM1, CM2, c'est CM2, je crois. Oui. Et on a une troisième proposition de production, et là, je crois que c'est à nouveau la classe de Sabrina. Oui, donc c'est... Alors peut-être Sabrina, t'en lis une des deux. C'était deux productions qui ont été écrites après l'écrit dissertatif, donc sous forme de poésie, sur le thème de l'identité. Alors j'en lis une des deux, et puis de toute façon, vous pourrez retrouver tout le déroulé de la conférence en ligne si vous voulez revenir au document. L'identité. Tu es moi, mais je ne te connais peut-être pas. Je sais que tu es là. Tu te caches, mais dans quel endroit? Tu diriges mes sentiments, auparavant comme maintenant. Tu es mon âme, créant parfois certains drames. Où tu es caché, dis-le-moi. Je ne le dirai à personne, puisque tu es moi. Voilà, et j'ai mis Stanislas, j'avais peur que ce soit long, donc j'ai brûlé une diapo, parce que on avait mis un dialogue philosophique en dernier. Alors, ce qu'on vous proposerait bien, avant de commencer la suite, c'est de réagir, que vous soyez enseignant ou pas, hein. Quelqu'un a écrit dans le chat, bah oui, mais moi je suis pas professeur, c'est un atelier canopé réservé aux professeurs. Pas du tout, pas du tout. Notre entrée
notre entrée scolaire, mais ça ne veut pas dire que ça ne doit pas déborder du cadre scolaire. Au contraire, tout ce qu'on vous propose là peut se faire en dehors d'un cadre scolaire. Alors, est-ce que certains veulent réagir? Vous pouvez lever la main simplement en demandant la parole. C'est nos camarades de Canopée qui donneront la parole, mais est-ce que certains, vous voulez poser des questions, réagir à ces écrits? Oui, il y a déjà Catel qui a levé la main. Allez-y, Catel. Hein. Oui, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Très bien. On vous entend très bien. Très bien. J'ai une classe de CM2 aujourd'hui et la question que je me pose, c'est travailler l'écrit dissertatif du coup avec des cycles 3 primaires. Qu'est-ce que vous avez mis en place au préalable comme activité, comme institutionnalisation pour qu'ils comprennent vraiment quel type d'écrit on attend, enfin voilà. Et si c'est des écrits qui sont travaillés vraiment seuls ou à 2 ou à 3, voilà, qu'est-ce qui a été mis en place au préalable pour en aboutir à ce résultat-là en fait? Donc, si je comprends bien, Catel, tu peux laisser ton micro allumé. Est-ce que ce résultat-là, tu le trouves comment du point de vue d'une professeure de CM2 qui est habituée à faire écrire ses élèves? Ah bah, je le trouve très, très abouti en fait. Et du coup, voilà, c'est la question que je me pose, c'est tout ce travail préalable parce qu'on n'aboutit pas à ça sans, sans l'avoir précisément travaillé en tant que tel. Alors merci beaucoup, Catel, pour cette question, parce qu'en fait, donc, tu poses c'est toute la suite de la conférence. Donc, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu ce qu'on obtient, et puis de chercher ensemble comment on peut en arriver là. Ou, alors ça, c'est notre entrée à nous, c'est de dire, bah voilà, comment nous, parce qu'on est très fiers de ces écrits. Vous vous doutez que si on vous a montré ces écrits, c'est qu'on en est très fiers. Toute l'équipe en est fière. Mais on pourrait avoir des questions de gens, alors soit qui disent, bah oui, c'est épatant, mais qui pourraient être aussi critiques, qui pourraient poser la question, est-ce cela de la philosophie? Ou voilà. Donc, Catel, évidemment, la suite de la conférence va répondre à ta question. Il y a 2 autres questions. Patricia d'abord avait levé la main. Allez-y, Patricia, et Anne-Christine après. Non, moi, un peu dans le même esprit que ce que vient de poser la camarade précédemment. Est-ce que ça fait suite à une série d'ateliers philo où les enfants ont discuté entre eux déjà des thématiques qui sont abordées dans l'écrit personnel après? Est-ce que c'est le fruit en fait de la réflexion commune qui permet à l'enfant d'aller un peu plus loin dans sa réflexion et de le poser par écrit? Excellent. Donc la suite, pareil, de la conférence va y répondre. Très bonne question. Donc si je comprends bien, ce rapport oral-écrit, entre autres, qui est demandé, si je comprends bien la question. Ça, donc on va enfin, les camarades vont répondre pendant la conférence. Patricia et Anne-Christine, si vous voulez prendre la parole aussi. Oui, moi je voulais dire d'abord que j'étais très impressionnée par ces productions, assez émerveillée par la poésie notamment. Effectivement, alors pour moi je trouve que c'est assez fort parce que là cette année j'entame pour la 4e année une intervention dans une école avec les mêmes enfants et effectivement c'est la première année que je sens la nécessité de passer, enfin de m'appuyer sur l'écrit, donc ça m'intéresse beaucoup de voir. Alors pour l'instant, je ne suis pas encore avec les grands, ça sera qu'au mois de mars, mais déjà même avec les plus jeunes, on sent que ça enrichit vraiment les choses, de passer par l'écrit. Donc je suis vraiment intéressée de savoir comment vous y prenez, à quel moment vous faites vous faites intervenir ce moment de passage à l'écrit. Est-ce que c'est après avoir déjà fait des débats? Est-ce que ça peut être un début et puis après débattre de ce qui a été écrit? Enfin, voilà, donc je suis très, très gourmande de la suite. Parce que je pense qu'Olivier, tu vas me dire que je vais le savoir maintenant. Voilà, merci beaucoup. Merci Juste beaucoup pour préciser, cette Anne-Christine, vous intervenez en maternelle. Ah non, moi j'interviens sur toute l'école. C'est les sur toute enfants de la moyenne section jusqu'au CM2. Et effectivement, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Donc il y a des enfants que je vais avoir en CM cette année qui ont déjà, qui ont déjà commencé des ateliers philo. Mais c'est vraiment,
cette année que justement, je m'interrogeais sur la place de l'écrit. Donc, ça vient vraiment... bon, après, j'en parlerai sûrement avec Olivier à Rennes. Parfait, Alors, merci merci Anne-Christine. beaucoup. Donc, voilà, donc merci beaucoup pour vos questions. Et par rapport aux réactions que vous pourriez avoir, voilà, on a voulu vous présenter plusieurs types de textes. Alors, on a des écrits argumentatifs, on a des écrits poétiques, on n'a pas pu, par manque de temps, vous lire, mais on a des dialogues. Et donc, grosso modo, on voulait susciter votre curiosité de savoir en quoi ces écrits sont philosophiques, le sont-ils vraiment? Et est-ce qu'ils nous mènent bien vers la philosophie? Alors, on a dû, dans notre groupe de recherche, se donner des critères un petit peu de philosophisticité d'un texte. Alors, les critères qu'on va vous donner, on en a dégagé 6. D'abord, ils ne sont pas toujours tous présents. Ils sont ouverts à la discussion, hein, avec vous, avec les professeurs de philosophie, voilà, avec les chercheurs en philosophie. Ils sont ouverts, mais voilà, il fallait bien se donner des critères. Donc, le premier critère, peut-être, c'est de se dire de quoi parle le texte, hein, et est-ce que le sujet abordé est d'ordre philosophique? Alors, le sujet est d'ordre philosophique, ça, c'est une décision du lecteur et de l'auteur. On peut avoir un auteur qui ne décidait pas de faire de la philosophie, mais qui, son lecteur, décide de faire de la philosophie avec le texte. Donc, peut-être qu'il se transforme en texte philosophique par le pouvoir de la lecture. L'auteur peut avoir une intention de faire philosopher son lecteur, et puis peut-être louper le coche, hein, et que le lecteur philosophe pas avec, ça j'en sais rien. En tout cas, voilà, le sujet, en général, est une entrée, le souhait de réfléchir en dimension éthique, politique, esthétique, épistémologique ou existentielle. Le deuxième critère, là, c'est la présence d'indicateurs discursifs particuliers, avec ces 4 grandes compétences que l'on a décidé de retenir, qui seraient la compétence à interpréter, une approche interprétative, à problématiser, à argumenter et à conceptualiser. On ne dit pas qu'il y aura forcément les 4 compétences présentes, mais en tout cas, vraiment, c'est un élément important. On peut avoir une approche argumentative minimisée, avec un texte plus interprétatif ou problématisant, mais voilà, ce sont les 4 grandes compétences qu'on va rechercher. Le troisième critère, c'est la pratique d'une intertextualité à visée universalisante. C'est l'idée que le texte fasse écho. Écho au discours des pairs, écho à d'autres textes, écho à la culture, qu'elle soit littéraire ou philosophique ou artistique. Voilà, que le texte, qu'il y ait une polyphonie de voix dans le texte. Le quatrième critère, c'est l'intentionnalité et l'engagement du sujet écrivant. Donc, on va juger l'écrit sur, pour le coup, nous, du point de vue scolaire, l'intention de l'élève de faire philosopher. Le cinquième critère, c'est la manifestation d'une activité métadiscursive et métacognitive. Ça, c'est un attendu fort des professeurs de terminale, entre autres, en philosophie. Charlie, n'hésite pas à commenter quand tu veux. Mais c'est que, normalement, dans un texte philosophique, l'auteur donne à voir ses processus de pensée. Et enfin, le sixième critère, qui est assez évident finalement, somme toute, c'est que généralement, un texte philosophique est éminemment interrogatif. Voilà, une manifestation d'une activité radicalement interrogative. Donc, à partir de cette introduction, on vous propose, dans un premier temps, un scénario possible d'enseignement qui a été construit par le groupe de recherche. Et puis, dans un deuxième temps, une boîte à outils. Alors, nos inspirations, on a un certain nombre d'inspirations didactiques et pédagogiques qui nous a permis de concevoir le scénario que je vais vous présenter, avec entre autres, comme on vous l'a dit un petit peu en introduction, entre autres dans les obstacles à surmonter, quand Charlie a parlé d'obstacles, c'est cette place de la norme, ce questionnement sur la norme. Est-ce qu'on veut obtenir in fine un produit très normé, ou est-ce qu'on on se soucie peu de la norme? Et dans ce cadre-là, on va naviguer, on a fait ce choix de se dire qu'il fallait naviguer de textes libres, plus ou moins libres, en textes normés. Et on ne vous dit pas la place que peut prendre l'un ou l'autre. Est-ce que le texte libre est final, finalement, mais une liberté conditionnée? Est-ce que le texte libre est au démarrage, et puis peu à peu, on glisse vers la norme? Deuxième point, c'est l'importance de l'écriture réflexive. Donc, on considère que l'écriture est un outil pour penser. Donc, il va y avoir de l'écrit tout le temps, tout durant,
non-stop, même quand il y a la discussion, il y a de l'écrit. L'écrit est omniprésent et il peut être éphémère. Le troisième troisième influence, c'est les travaux de Dominique Bucheton, entre autres, et sur la réécriture et l'importance de réécrire. Réécrire n'étant pas corriger. On va distinguer correction et réécriture. Et dans le cadre des réécritures, entre autres, la place du collectif et de ce qu'on a appelé des cercles d'auteurs. L'importance de la posture d'écrivain, de sujet écrivant, donc considéré comme un auteur très tôt, considéré dans sa parole, et dans le collectif du cercle. Et enfin, évidemment, malgré toutes les précautions que j'ai prises au démarrage, en disant attention, il n'y a pas forcément continuité entre l'écrit et l'oral, il peut y avoir même une rupture épistémologique, eh bien, on va quand même tenter d'articuler écriture individuelle et collective et oral et écrit, l'un étant au service de l'autre plus ou moins. Voilà, d'où ce poster magnifique. Alors, je ne sais pas si tout le monde peut le voir dans le détail. Il est disponible sur notre site. Et donc, d'où ce scénario pédagogique qu'on vous propose, qui peut en effrayer d'aucuns, puisque vous voyez qu'apparaissent ici 10 séances. L'idéal serait de mettre ça sur 4 ou 5 séances, que tente péniblement de faire le groupe de recherche, en disant toujours on va faire des petits modules en 5-6 séances, pas plus, top. Mais en fait, on a du mal à sortir de ces modules longs. Voilà, c'est un champ de notre recherche. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une amorce. Il faut une amorce à l'écriture. Une fois qu'on a bien installé l'amorce, eh bien, c'est plein d'écrits intermédiaires pour finalement avoir une réalisation finale, un projet d'écriture. L'amorce est souvent, dans notre cas, à partir de ce qu'on appelle une approche interprétative, donc par exemple un photolangage. Et on va faire écrire de façon assez libre l'élève ou l'enfant sur ce photolangage. Mais on aura d'autres supports que le photolangage, mais l'idée, c'est de partir de cette approche interprétative. Ensuite, on va avoir l'usage de listes, on va avoir l'usage de cartes mentales, de cartes conceptuelles qui vont enrichir les idées. On va utiliser ce qu'on appelle des interviews. On va vous présenter tout ça dans notre boîte à outils. L'interview, l'idée, c'est qu'ils vont aller interroger à l'extérieur de l'atelier, ils vont aller interroger des pères, des adultes, des grands-parents, des enfants. On va favoriser tout du long la prise de notes. On va utiliser voilà, des schémas, des tableaux. Schéma et tableau, ça fait chameau. On va avoir un certain nombre de dispositifs d'écriture pour épaissir les textes. Pour arriver finalement, vous voyez, avec toutes ces petites étapes, on va arriver, alors on va avoir la pratique de la discussion au cours de ce processus, de discussion philosophique, et pour arriver avec un continuum de nourrissage culturel tout du long du process, donc par exemple par la littérature jeunesse, par des œuvres d'art, on va arriver à un projet d'écriture. Et ce projet d'écriture, il prend différentes formes selon que c'est une mini-dissertation, une dissertation à 24 mains, un dialogue, une poésie, un écrit dystopique. Voilà, on a différents projets qui s'offrent à nous. Le thème de départ peut être choisi par les élèves, il peut être choisi par l'enseignant. Et souvent, nous sommes dans une approche thématique. Il faut reconnaître que notre point de départ est généralement un thème, la liberté, grandir, le courage, l'héroïsme. Est-ce que vous avez quelque chose, les collègues, à ajouter sur cette architecture ou est-ce qu'il y a des questions là-dessus? J'ai vu quelqu'un qui a posé une question dans le chat. C'était pour savoir pourquoi réduire le nombre de séances, Lily. Oui, c'est ça. la question. C'était. Là, je laisserai bien mes collègues profs de collège ou profs des écoles répondre à cette question. Moi, je veux bien répondre tout simplement parce que là, ça s'articule, en fait, cette séance sur un trimestre complet. Moi, je fais des ateliers philo, donc avec mes sixièmes, à raison d'1 heure par semaine. Effectivement, si on compte, voilà, au bout de 10 séances, ça fait un trimestre complet de thématique. Voilà, pour répondre. Donc, en termes organisationnels, c'est ce qui peut poser problème. En revanche, l'intérêt est lié. L'articulation des séances les unes par rapport aux autres fonctionne bien. Donc, c'est pour ça qu'on est très partagé sur la réduction du nombre de séances.
Voilà, ben c'est assez clair pour les collègues, j'ai assez commenté hein, le poster. Je pense l'architecture générale, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et puis après, on va passer au troisième bloc, donc c'est la présentation des outils. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on va faire des focales sur chacun. Là, on voulait que vous ayez une vision un petit peu chronologique de comment on articule les outils. On est bien d'accord, les outils qu'on va vous présenter, vous pourriez tout à fait les articuler autrement, hein. Il n'y a pas pour l'instant, on a une logique quand même. On a réfléchi à pourquoi on met la liste à tel endroit, l'interview à tel endroit, la prise de notes à tel, enfin pas la prise de notes, mais l'écrit post-it à tel endroit qu'on va vous présenter. On commence à se dire bon tiens, c'est plus efficient de mettre tel outil avant tel autre. Il y a quand même une logique pour nous, mais ouvert à la discussion. L'ordre, comment on enchaîne les outils, tout à fait discutable. Alors, s'il n'y a pas de questions particulières, bah, c'est parti. On va vous présenter un certain nombre de ces outils que vous voyez à l'écran. Donc, le premier, alors oui, quand même, je mets des précautions. Ces outils, ils sont définitivement provisoires. Parce que, pourquoi? Parce que d'abord, ils sont en chantier permanent et chaque fois que les collègues mettent en œuvre les outils, eh bien, ils les mettent jamais 2 fois de suite en œuvre de la même façon. Ils se perfectionnent, il y a des choses qu'on abandonne, c'est fonction de leur place aussi dans le module. Ce ne sont donc pas des modèles, ce qu'on va vous présenter, mais des propositions à mettre en chantier. Le deuxième élément, pourquoi définitivement provisoire? Parce que, en fait, l'objectif n'est pas de prouver que l'outil marche. Vous allez voir, peut-être des fois, vous aurez des productions à vos yeux, des produits finaux qui vous décevront en tant qu'adulte. Ce qui est intéressant, c'est l'opération mentale qui a été mise en œuvre grâce à l'outil. Donc, ne pas viser, voilà, bah voilà, vous avez compris. Le troisième élément, c'est que justement, en lien avec le deuxième, c'est que ces outils sont tous des moyens et non des fins, et que finalement, il ne faut pas focaliser sur le produit fini, et toujours se dire que ce qui nous intéresse, c'est le processus. Voilà. Alors, on va d'abord vous présenter un lot d'outils qui est plutôt de l'ordre de l'écriture libre et semi-libre. Et donc, je vais laisser ma collègue Charlie présenter le premier outil qui serait l'écriture fictionnelle d'amorce et intermédiaire. Merci. Alors bah là, je vous propose, aujourd'hui, on a proposé de faire quelque chose du cycle 3 au lycée, hein. Là, je vous propose deux dispositifs que j'ai mis en place en classe de HLP, justement, en première et terminale. Le premier, c'est un écrit fictionnel pour faire émerger les problématiques du cours. Donc, c'est vraiment au tout début de la séquence. Là, la séquence portait sur la recherche de soi, hein, c'est en terminale. Et je voulais que, plutôt que ce soit moi qui amène les problématiques en leur disant voilà le type de problématique qu'on peut se poser sur cette question-là, mais je voulais que ça émerge des productions d'écrits d'élèves et de la réflexion des élèves, qui se rendent bien compte qu'eux, ils sont capables aussi de problématiser, parce que c'est quand même une compétence assez complexe, la problématisation. Donc là, partir à la recherche de soi-même. Et puis le deuxième écrit fictionnel, que je vais vous montrer juste après, eh bien, c'est en première HLP. Et là, l'idée, c'est plutôt, non pas en début de séquence, mais plutôt au milieu, la séquence, réinvestir ce qu'on a vu en classe, les éléments, les concepts qu'on a vus en classe, dans le cours, à partir d'un récit de voyage, un journal de bord d'un extraterrestre. Alors, premier exercice, donc sur la recherche de soi, consigne, écrivez un texte fictif à la première personne et débutant par la phrase suivante. Ce matin-là, je me levais avec la ferme intention de partir à la recherche de moi-même. Voilà comment ils doivent commencer leur écrit fictionnel. Et après, alors l'idée, c'est qu'ils prennent soin de décrire ce qui a déclenché cette recherche, pourquoi partir à la recherche de soi. Est-ce un événement, un déclic, la phrase de quelqu'un? Il faut qu'ils donnent les causes qui expliquent que vous n'étiez pas vous-même, parce que si on parle à la recherche de soi, c'est qu'on ne s'est pas encore trouvé. Donc pourquoi on ne s'était pas encore trouvé? Et les moyens qu'ils mettent en place pour mener l'enquête, pour se trouver. Alors, je leur indique aussi qu'ils peuvent parler d'eux-mêmes, mais aussi endosser le rôle d'une autre personne, fictive ou réelle. Je leur dis, vous pouvez très bien être Superman, vous pouvez très bien être la reine d'Angleterre, peu importe, c'est un récit fictionnel de toute façon. Et puis, dans tous les cas, l'idée, c'est qu'il faut anonymiser le travail, puisque ça va servir de base au travail collectif en classe. Alors là, vous pouvez voir en classe, hein, il y a quelques photos en dessous, tous les textes sont affichés au mur, toutes les productions des élèves.
Et ce que je demande aux élèves, c'est d'aller lire le travail des autres élèves et de relever dans leur cahier, de prendre en note l'origine de la recherche de soi, les causes qui faisaient qu'ils n'étaient pas eux-mêmes et les moyens qu'ils mettent en place pour se trouver. Et en fait, à partir de ce relevé de causes, d'origine et de moyens, eh bien, ça permet ensuite, pendant la synthèse collective, de formuler des problématiques plus générales. Par exemple, celles qui ont émergé de ce travail, la famille est-elle une condition ou la ruine de la recherche de soi? La société à laquelle j'appartiens me définit-elle? Serais-je différent si j'étais né ailleurs? Y a-t-il un moi déjà là qu'il faudrait retrouver, ou bien le moi est-il quelque chose à construire? Changer, se devenir quelqu'un d'autre, etc. Et ça, c'est vraiment émergé, vous voyez, de ce travail d'abord fictionnel, et ensuite de l'origine, des causes et des moyens qui ont permis ensuite de construire ces problématisations. Et puis en plus de ça, il peut y avoir aussi un travail de conceptualisation, en tout cas une amorce de travail de conceptualisation, parce qu'on peut déjà faire émerger différentes significations de l'identité, sociale, sexuelle, personnelle, culturelle, la différence entre identité et appartenance, et bien les notions de conformisme, de déterminisme, etc. etc. Donc c'est vraiment la fiction, l'écrit fictionnel, qui va servir de base ensuite à la construction philosophique. Donc là, on a des exemples, peut-être qu'on prendra le temps de les lire s'il y a le temps après, plus tard, s'il y en a qui demandent, mais je pense qu'on ne va pas prendre le temps de lire. Mais vous voyez, différentes productions. Donc à gauche, vous avez une élève qui se dit ah, mais mes parents auraient voulu que je fasse médecine, mais moi, est-ce que vraiment c'est ce que je veux faire, etc. Et puis à droite, une autre élève qui a choisi, elle, de faire tout autre chose. Elle a endossé le rôle d'un pinceau, qui n'est pas content parce que c'est toujours les peintres qui prennent le dessus, qui ont toute la gloire, alors qu'en fait, c'est quand même beaucoup le pinceau qui fait le boulot. Et donc, il décide de s'affranchir, de s'émanciper, de partir à la recherche de lui-même. C'est quoi la vraie vie de pinceau? Ça, c'est vraiment, vraiment sympa aussi comme proposition. Voilà, on a parfois directement l'élève qui se questionne, déjà par l'écrit qu'on lui demande de faire. Je me demande, mais après tout, se connaître soi-même, ne sera-t-il pas notre raison de vivre, etc. Donc en fait, finalement, la fiction devient aussi écrit réflexif, quoi. C'est vraiment intéressant à gauche. Et puis à droite, on a quelque chose de très, beaucoup plus de l'ordre de l'intimité. Et puis, c'est quelque chose qui est vraiment une réflexion sur soi-même. Donc, vraiment encore une autre proposition. Donc, c'est là aussi ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'à partir d'une même consigne, la diversité et la richesse des propositions très différentes. Deuxième type d'exercice, donc là en première, l'écriture fictive intermédiaire pour investir les concepts vus en cours. Donc, cette fois-ci, on est dans le cadre d'un chapitre qui s'appelle « Les représentations du monde ». Et il y a un sous-chapitre qui s'appelle la rencontre avec les autres, avec l'altérité. Et donc là, pour qu'ils comprennent les récits de voyage, on avait vu Jacques Cartier, Christophe Colomb, enfin voilà, tous les récits de voyage, eh bien, je leur avais donné les caractéristiques des récits de voyage. Je leur ai dit, maintenant, vous allez écrire un récit de voyage, vous êtes un extraterrestre, vous débarquez sur Terre et vous devez réutiliser les mêmes caractéristiques des récits de voyage. Et en fait, justement, qu'est-ce qui va émerger? C'est aussi ce qui est important, le questionnement philosophique face à cette altérité, l'étonnement face à l'altérité. Donc, je vous liste très rapidement les caractéristiques. Donc, utiliser toutes les caractéristiques des récits de voyage mentionnés dans le cours. Donc, le narrateur doit être un navigateur ou un scribe témoin. Le ton, la curiosité, la fascination, mais peut-être aussi la peur ou l'effroi. En tout cas, ce qui est important, c'est l'étonnement, puisque ça, c'est à la source du questionnement philosophique, l'étonnement face à l'altérité. Ensuite, à qui c'est adressé? Donc souvent, c'est un chef, un roi, quelqu'un qui commande l'expédition. Il doit y avoir à la fois la visée d'instruire, donc la visée d'un récit scientifique, mais aussi de plaire, puisque ça doit être intriguant, ça doit cultiver l'étonnement. Et puis, alors, des passages descriptifs, etc. Et puis, surtout, là, la dimension philosophique, c'est cette comparaison peut amener à des préjugés ethnocentriques, évolutionnistes. Les extraterrestres, ils ont des intérêts économiques, politiques ou religieux à venir sur Terre. Ça doit se manifester par leur volonté hégémonique de baptiser les lieux. Donc, ils peuvent arriver, je ne sais pas, à Paris et l'appeler autrement. Enfin, voilà.
Et puis toutes autres choses qu'ils pourraient imaginer. Donc là, je vous ai donné un extrait en dessous de une proposition d'élève qui m'avait carrément fait un carnet, voilà, un vrai journal qu'elle avait décoré, etc. Et à l'intérieur, elle avait ajouté des éléments de description des choses que l'extraterrestre découvrait. Donc d'abord la forme de la Terre, ensuite un humain avec, vous voyez, des flèches qui désignent le corps, la faune, la flore, les habitations, les rues. Enfin voilà, et tout ça à chaque fois avec un questionnement philosophique. Finalement, pourquoi se vêtir, pourquoi avoir une religion, pourquoi il y a des gens apparemment qui s'approchent beaucoup, ça s'appelle l'amour, mais quel besoin d'avoir inventé cette chose-là. Enfin voilà, il y a tout un tas de questionnements en fait avec cette posture de spectateur témoin qui interroge le monde par l'écrit fictif. Voilà. Merci beaucoup, Charlie. Donc, on va passer maintenant à une deuxième approche. Après le récit fictif d'Amorce, on va parler du récit de soi et la question de l'intime en philosophie. Donc, je te laisse la parole, Sabrina. Oui, donc voilà, une deuxième approche qui peut être un point de départ pour engager le sujet en fait dans une transformation de soi et de son rapport à l'autre et au monde. Et ça fait clairement référence à ce dont parlait Charlie au tout début de la conférence, sur les obstacles en fait finalement de soi vers l'autre, de jeu vers un. Donc l'idée en fait c'est de partir du jeu, puisque dans nos classes on a des élèves qui ont 9, 10, 11 ans et qui sont encore dans une vision égocentrée d'eux et du monde. Donc cet ancrage en fait dans le jeu permet, je trouve avec les recherches qu'on a faites, permet un point d'ancrage pour aller vers le on, de l'individuel pour aller vers l'universel. Donc créer un point d'ancrage dans le sujet, eh bien c'est partir d'un écrit que j'ai appelé récit de soi. Donc ces écrits, vous voyez, peuvent prendre diverses formes. Ça peut être un dessin, ça peut être un écrit narratif, ça peut être sous forme de liste comme le questionnaire de Marcel Proust. L'idée, en fait, c'est d'abord de questionner le sujet sur lui-même. Donc, ce qui est important également, c'est de proposer des situations d'écriture accessibles à tous les élèves. Donc, à la fois, on leur parle d'eux et à la fois, on leur propose des situations d'écriture qui ne vont pas être trop difficiles pour eux, qui va leur permettre aussi, par la situation de facilité, de s'engager dans le sujet. Et donc, il s'agit ici d'un premier point dans l'itinéraire. On parle beaucoup d'itinéraire d'écrit, donc ça, c'est vraiment un point d'ancrage dans l'itinéraire de nos écrits dans un module. Voilà. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, on va passer à une troisième proposition d'entrée initiale. Charlie, tu vas présenter l'écriture interprétative. Oui, alors l'écriture interprétative à partir très souvent des photolangages ou vidéolangages, on a testé aussi récemment. Vous l'aviez vu tout à l'heure dans le squelette général de nos modules, hein, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent dans le Léa. Alors l'idée, c'est que, alors un photolangage, c'est quoi? C'est diverses images qui sont proposées autour d'une même notion, et que l'on propose donc aux élèves et on va demander aux élèves en fait de choisir. Alors il y a plusieurs consignes possibles. Au départ, on leur proposait souvent de choisir celle qui représente le plus ou celle qui représente le moins la notion en jeu. Donc par exemple la liberté, le rire, le monstre, etc. Et puis, on a un petit peu progressé aussi dans ces consignes. Là, on teste quelque chose depuis plusieurs mois. Ce serait plutôt quelles sont les différentes conceptions de la liberté, de la monstruosité, représentent ces différentes images. Et donc, selon toi, parce que là, on est vraiment dans un travail interprétatif, donc on est dans une polysémie, dans une pluralité d'interprétations possibles. Et donc ici, c'est un écrit individuel. Donc avant toute discussion collective, il y a d'abord cet écrit individuel comme amorce et comme mise en mots et réflexion, finalement, travail réflexif par l'écrit à partir de l'interprétation de ces photolangages. Merci beaucoup, Charlie. Donc, on va passer maintenant Alors, avant de passer au B, à l'écriture réflexive et épaississante, peut-être voir s'il y a quelques questions sur ces trois types d'écrits. Donc, je rappelle qu'on vous a présenté trois entrées. L'écriture fictionnelle d'amorce,
et intermédiaire. On vous a présenté le récit de soi, la question de l'intime en philosophie, et on vous a présenté l'écriture interprétative. Donc, si les uns et les autres, vous avez des questions à poser aux enseignants qui ont présenté ces outils, n'hésitez pas. Sinon, on passe à la deuxième partie, qui est l'écriture réflexive et épaississante. Pas de questions dans le chat, en tout cas, Olivier. Si vous voulez lever la main, n'hésitez pas, hein. Donc, le deuxième bloc d'écriture, on l'a appelé réflexive et épaississante. Donc, on va vous présenter tout d'abord, Stanislas va vous parler de l'écriture en liste, en schéma et en carte mentale. Oui, donc le principal obstacle qu'on peut rencontrer quand même lorsqu'on veut faire écrire les élèves, c'est, alors particulièrement moi en éducation prioritaire, c'est ont-ils le vocabulaire nécessaire? Ont-ils des compétences lexicales assez riches pour pouvoir voilà, s'emparer de l'écrit comme on aimerait? Et donc, l'idée de la liste, c'est de faire émerger des oppositions terme à terme autour de la notion. Donc là, vous avez différents exemples, hein, la liberté, le rire, par exemple. Donc, on propose dans l'activité pour les élèves de faire, enfin, de noter tous les mots qui émergent dans leur tête au moment de penser à la liberté, par exemple, ou au rire. Et donc, si ce sont des mots amis hein, voilà, qui s'apparentent au rire, à la liberté, au monstre, eh bien, ils les notent seuls hein, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, eh bien, ils réfléchissent en groupe et confrontent leurs différentes réponses. Et on prépare ici, hein, dans la confrontation, déjà l'argumentation. Ils sont en train d'argumenter. Ils doivent, les uns les autres, justifier leur prise de position. Et de là, d'ici, hein, de cette phase-là, va émerger la problématique ou la problématisation qui nous intéressera un peu plus tard. Ensuite, pour opérer des distinctions, on peut leur demander, hein, sous la forme d'aphorismes, de rédiger des premières définitions. Pour moi, la liberté, ce serait, nanani, nanana, hein, enfin voilà, hein, à différents éléments. Puis, on prépare aussi une autre phase qui va être importante par la suite, hein, la phase de nourrissage. Quels sont, pour moi, les exemples fictifs ou littéraires de la liberté, du rire, etc. Et donc, ils notent chacun leur réponse et puis, en échangeant avec leur père, vont développer toute une culture autour de la liberté. Et encore une fois, le souci est à la fois de nourrir les élèves, de nourrir les compétences lexicales des élèves, mais aussi de préparer la phase d'interprétation. Donc ça peut se faire sous la forme de tableau, hein, comme on peut le voir, mais aussi sous la forme de schéma et de carte mentale. Voilà. Merci beaucoup Stanislas. Est-ce que tu veux commenter quand même cette production récente qui vient de sortir, qui est de la semaine dernière, je crois? Exactement. Donc, hein, si on observe le tableau, là, on voit que l'élève, Firdes, a utilisé donc, un crayon bleu pour noter ses réponses. Elle a eu 5 minutes pour noter le plus de réponses possible. Puis, en groupe, elle a utilisé un crayon d'une autre couleur et en fait, à la suite des échanges qu'elle a eus avec les élèves, a rayé certaines réponses, hein, donc changé d'avis, et aussi ajouté des mots auxquels elle n'avait pas pensé dans un premier temps. Puis on arrive à la phase là des expressions, hein, des aphorismes. Donc pour moi, la liberté, c'est d'avoir des droits et sa propre personnalité. Voilà, donc elle commence à réfléchir à une définition, à des définitions de la liberté, hein. Donc ça suit pour moi le photolangage, en tout cas dans mon architecture. Et puis les différents exemples hein, qu'elle a notés, donc en lien avec le photolangage, hein, qu'elle a repris, hein, des idées qu'elle a pu reprendre. Hein. On a, il me semble ici, je ne les vois pas, non, c'est peut-être un autre, mais Martin Luther King, par exemple, hein, qui est évoqué dans le photolangage de la phase précédente, de l'étape précédente.
et tout simplement des activités de son quotidien et des activités que d'autres ont suggérées dans la phase de travail en groupe. Voilà. Et originalité là de cette étape-là, du schéma, du dessin, c'est qu'elle a décidé de représenter des objets ou des situations sous la forme de dessin qui, pour elle, évoquent la liberté. Donc, on a la plage, là aussi, qui est une référence au photolangage, avec laquelle elle était d'accord. Les notions d'avoir des origines plurielles, puisque c'est une élève qui a une double nationalité. La notion de sortir de prison, pour elle, c'est la liberté, c'est s'extraire d'une prison qu'elle s'est construite ou physique. Et puis, nous avons l'autre étape que je vois pas très bien sur l'image, mais bon, voilà. C'est une coccinelle, en fait, et elle C'est dit une coccinelle. elle a le droit d'aller où elle veut, la coccinelle, donc rapport sans doute au monde animal ou à la nature, à la liberté au sein de la nature. Et sortir de chez lui, en fait, il y a une prison et c'est sortir effectivement de peut-être sa prison. Et je rajoute aussi l'élément intéressant, c'est le travailler, qui était un mot ami de la liberté, le fait peut-être une famille de chômeurs, ou en tout cas le rapport peut-être au chômage, la liberté d'avoir un travail, qui bascule après dans le mot ennemi, finalement, travailler, non, en fait, c'est peut-être un ennemi de la liberté. Merci beaucoup, Stanislas. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Au fur et à mesure, vous levez la main pour nous interrompre. Et donc, là, Sophie, je remplace Anne-Sophie, mais si tu avais un mot à dire, parce que ça va être en écho à la carte conceptuelle, alors soit c'est moi qui parle des écrits d'Anne-Sophie, soit Sophie, tu veux en toucher un mot en contraste, tu sais, en écho, comme tu veux, parce que comme Anne-Sophie est malade, là, on la remplace. Est-ce que tu veux que j'en parle ou Vas-y. Et tu me laisses en Olivier, parler. il y a deux mains qui se sont levées, mais qui se sont on va d'abord rebaissées. prendre les mains, alors. Et il me semble qu'il y avait Linda, et j'ai pas eu le temps de bien voir la seconde. Allez-y, si vous voulez poser des questions. Linda. Oui, en fait, ma question portait effectivement sur cette diapo-là. Je me demandais, comme en introduction, vous avez dit que réviser, c'était pas nécessairement corriger. On va sûrement y venir un peu plus tard. Je me demandais d'où vient le fait que certains mots soient biffés. Est-ce que c'est suite à la discussion en groupe? Est-ce que c'est un travail, c'est la personne par rapport à elle-même qui décide? Parce que je vois que avoir peur aussi a été biffé comme mot ennemi et c'est pas nécessairement, ça peut être contre-intuitif de le voir biffer puisque ça semble être un ennemi, être un, enfin, bref, je me demandais d'où vient le fait qu'il soit biffé. Ouais. Eh bien, en fait, ça vient du dispositif coopératif mis en place en classe. Il y a une phase individuelle où, voilà, pendant 5 minutes, les élèves notent le plus possible d'idées, de mots amis, en fait, ou de mots ennemis. Et dans la phase en groupe, ils sont par 4, et ils doivent expliquer les raisons pour lesquelles ils ont noté tel ou tel mot. Voilà. Et la confrontation avec les autres peut leur permettre de rayer, tout simplement, s'ils ont changé d'avis. Ah tiens, j'ai pas pensé à ci. Okay. Ou d'en noter d'autres auxquels ils n'avaient pas pensé. Et l'intérêt est là, en fait. C'est à la fois de construire finalement une boîte à mots commune, voilà, pour l'ensemble de la classe, ou pour l'ensemble du groupe en tout cas, et de leur permettre de commencer à problématiser, voilà, de sentir les désaccords pour arriver à une question philosophique par la suite. Merci. Donc, si je comprends bien, c'est que le premier travail qui est, on lance le plus de mots possible spontanément, et donc il y a un travail réflexif qui s'amorce, qui amène à un genre d'autocorrection, si on veut, suite à la rencontre des idées des autres. Voilà. Merci. Avec un point de pondération quand même, Linda, sur l'idée d'autocorrection. Je ne sais pas comment tu l'envisages ou comment nos auditeurs envisagent cette notion, mais il n'y a pas de vérité de l'objet ici. Ce serait pas, il ne faudrait pas que l'élève vive ça comme « je me suis trompé ». Il ne se trompe pas puisqu'on est dans une approche interprétative. C'est plutôt un changement d'avis et chaque élève a sa fiche. Enfin, il n'y a pas forcément… elle a enlevé avoir peur parce qu'elle le souhaitait, mais elle aurait pu laisser avoir peur.
Voilà. Il Merci. s'agit bien d'une fiche individuelle, voilà, en fait, Ok. qui est proposée à chacun des élèves. Et chacun des élèves a la même chose à faire, finalement. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, je vais en parler rapidement. Anne-Sophie a développé un outil particulièrement intéressant qui est, alors on n'est pas d'accord sur enfin on n'est pas d'accord, on n'a pas encore trouvé le bon mot. On cherche si vous avez une idée, on est preneur. Moi, j'appelle ça un écrit non linéaire. On peut appeler l'écrit en schéma, carte mentale, tableau, ce que vous voulez. La consigne étant simple, c'est limiter autant que faire se peut l'écriture de façon linéaire. Alors forcément, réapparaît l'écriture linéaire au sein de leur production. Juste vous dire, alors là, c'est le génie d'Anne-Sophie, elle n'est pas là pour témoigner, mais par sa posture, par sa façon d'être, ça c'est notre hypothèse forte dans le groupe de travail, elle arrive à quelque chose d'absolument créatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux productions qui se ressemblent. Quand elle fait ce travail-là, il n'y a pas deux enfants qui produisent la même chose. Voilà, ça c'est vraiment le résultat impressionnant de cet outil. Là, vous voyez une diversité de production. Si je fais une focale, vous avez un enfant ici, Shaina, je crois, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, qui, en haut à gauche, a écrit un petit texte sur un photolangage. Elle est allée enquêter dans la famille en deux, et de là, Anne-Sophie leur a demandé un écrit, normalement non linéaire, mais vous voyez qu'il y a une partie linéaire, où elle leur a dit, voilà, vous écrivez, la liberté est faire ce que l'on veut, mais je ne veux pas, normalement, d'écrit linéaire. Et donc, elle leur montre un répertoire graphique. Collectivement, ils se mettent d'accord sur toutes les formes possibles, schéma, carte mentale, tableau, tout ce qu'ils veulent, dessin. Et là, ce qui est impressionnant, c'est que cet enfant a dessiné un rectangle avec une partie vert, rouge, bleu, et un petit point, et tu es le petit point noir. Tu vas dans le vert, le bleu ou le rouge? Et il y a une petite légende qui dit que vert, c'est interdit, rouge, c'est un danger, et bleu, c'est le libre arbitre. Et à partir de ce dessin, eh ben, elle fait un livre dont vous êtes le héros. Tu es le petit point noir. Tu peux aller où tu veux dans la partie rouge, vert ou bleu. Quelle partie choisis-tu? Donc elle interroge son lecteur. Tu es toujours le petit point noir, tu peux toujours aller où tu veux. Mais maintenant que tu sais que le rouge est le danger, le vert est les interdits et que le bleu est le libre arbitre, où vas-tu? Allez, maintenant dans le rouge, dans le vert ou dans le bleu, etc. Donc là, on voit bien la puissance de l'écriture réflexive, de l'écriture intermédiaire et de cette écriture non linéaire. De même, ici, un deuxième enfant qui part pareil, c'est Shaina, c'est bien Shaina là, qui a fait son enquête, qui a fait son écrit sur le photolangage. Toujours la même question, la liberté, est-ce faire ce que l'on veut? Oui, mais il faut quand même respecter certaines règles comme, et là, si vous lisez bien dans le détail, on retrouve certaines réponses qui ont été abordées dans les discussions précédentes, le photolangage, mais on découvre de nouvelles propositions. Et donc, elle fait une arborescence autour du thème de la liberté. Voilà, alors il y avait des mains levées, donc ça, si vous voulez, on peut reprendre quelques questions si cet outil-là n'est pas clair pour vous, un outil particulièrement heuristique. Et sinon, il y avait une main levée tout à l'heure. Oui, qui s'est baissé. Il y a plusieurs mains qui se sont levées et baissées. Alors, N'hésitez Agnès, pas. relevez la main si vous voulez Il bien. y avait Stéphane, en tout cas, qui voulait poser une question. Stéphane, si vous voulez prendre la parole. Ouais. Oui, je me disais, juste c'était pour revenir sur l'outil d'avant, en fait, sur l'interprétation. Vous disiez qu'il n'y a pas de bonne réponse à attendre, mais comment vous travaillez quand même le problème de la surinterprétation, le fait qu'il ne faut pas non plus dire n'importe quoi? Stanislas, tu as le droit de demander une reformulation de la question si tu ne la comprends pas. Oui, oui, justement, pour le coup, qu'est-ce que vous vouliez dire par n'importe quoi? Bah, quand on a vraiment quelque chose où on ne voit pas du tout le lien, par exemple, avec la liberté. Mhm. C'est vraiment Ah oui, très, très éloigné. justement, la phase. Pardon, excusez-moi, Comment vous vous travaillez disiez? du coup le fait ou alors de leur demander de s'expliquer comment ils relient ça au sujet? Ah ben, justement, donc dans la phase en groupe, ils échangent donc oralement leurs réponses individuelles et ils doivent justifier. L'élève ne notera dans son tableau uniquement les réponses avec lesquelles il est d'accord. Donc il faudra avoir été convaincu.
Ce qui fait qu'on peut évacuer peut-être les réponses d'élèves complètement à côté. En tout cas, des réponses qui n'auront pas convaincu. Et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est de commencer à faire émerger des oppositions et donc de préparer la phase de problématisation. Voilà. Il doit convaincre les autres pour pouvoir le noter. Comment? Il doit convaincre les autres pour avoir le droit de le noter quelque part, un minimum, convaincre un minimum. Ah non, mais il peut garder ses réponses à lui, ou à elle, mais les autres ne noteront que les réponses avec lesquelles ils sont d'accord et auxquelles ils n'avaient pas pensé seuls. Après le mot réponse est un peu ambigu, c'est-à-dire les significations, les dimensions, la polyphonie, la polysémie du terme. On cherche les différentes interprétations possibles en fait là. Donc voilà, le travail d'un certain point de vue peut être considéré comme un mot ami et d'un certain point de vue peut être considéré comme un mot ennemi. Mais comme tu dis, Stéphane, à partir du moment où, je sais pas moi, il met dans mot ennemi un mot qui, pour nous d'ailleurs très souvent adultes, on voit pas le lien et on peut penser qu'il a mis n'importe quoi. Il va quand même effectivement devoir il va devoir justifier son choix. Voilà, il va justifier, il va expliquer le lien. Et moi, pour ma part, qui fait cet exercice depuis très longtemps, j'ai jamais vu n'importe quoi. Donc c'est le mot n'importe quoi qui me déboussole quand tu dis n'importe quoi, j'ai jamais vu n'importe quoi. À partir du moment où on est dans une approche interprétative, il interprète le mot liberté, il lui donne et il y associe des mots amis, des mots ennemis. Donc voilà, c'était l'idée de justification qui n'avait pas forcément été évoquée. Très évoquée, mais du coup maintenant c'est clair sur la méthode. Merci. D'autres questions? Je vois pas d'autres questions, mais... Ok, donc si tout est clair pour vous, on est sur l'écriture réflexive et épaississante. On a vu la force des listes, une idée qui est forte de Jacques Goudy. L'écriture, ça commence par des listes. Comme même dire Sabrina, écrire, c'est écrire court d'abord, pas écrire trop long. Et Sabrina prend souvent cette parole de Nicole Grattalou. L'idée de schéma, de carte mentale. Et on va avoir une bascule tout à l'heure dans la carte conceptuelle. Je vous demande de garder dans le coin de votre tête que carte mentale et carte conceptuelle, c'est pas tout à fait la même logique. Donc, on va passer à un autre type d'écrit maintenant. C'est Sabrina, justement, qui va vous le présenter, qui est l'écriture post-it. Oui, donc voilà un autre type d'écrit qui peut être proposé dans cette phase d'écriture réflexive et épaississante. Et il s'agit donc d'alterner des phases individuelles en petits groupes ou collectives pour générer au final des paragraphes argumentatifs. Donc, on y associe divers post-it de différentes couleurs correspondant à différentes habiletés de pensée. Donc, on voit ici un post-it bleu pour les arguments, un post-it rose pour les exemples, orange pour les questions, les conséquences en jaune, les définitions en vert. Les couleurs n'ont aucune importance, à chacun de choisir ses propres couleurs, mais de ne pas les changer tout au long de l'année pour que les élèves aient un repère fixe. Et finalement, cette écriture post-it, elle poursuit divers objectifs. C'est effectivement, comme le disait Olivier, puisque je pense que je cite ça tout le temps, c'est de permettre aux élèves d'écrire petit afin d'encourager l'acte d'écrire. Parce que produire des écrits intermédiaires sur un post-it permet d'embrasser cette dimension et on ne prend pas du tout le même risque à écrire sur un post-it qu'à écrire sur une feuille. Donc pour les élèves, c'est quelque chose qui permet un peu de désacraliser l'espace feuille vierge et de pouvoir finalement prendre davantage le risque dans l'acte d'écrire que sur l'espace de la feuille. Cette écriture post-it, elle permet aussi un enseignement de l'écrit dans sa dimension de processus complexe et avec un sujet écrivant. Et on en a beaucoup parlé aussi au début de la conférence de cette histoire de normes en fait. Suis-je objet de la norme? Est-ce que je vais devenir sujet de la norme tout en respectant une norme? C'est vraiment quelque chose qui est à explorer encore dans notre espace de recherche, mais qui m'interpelle et j'aimerais effectivement sortir de cette écriture seulement évaluative pour que les élèves deviennent sujets de leur acte d'écrire et sujets d'une norme. Et puis, cette écriture post-it, on va le décliner après. Je vais vous le décliner avec les exemples, vous comprendrez peut-être mieux, mais elle embrasse aussi une dimension, une pratique systématique de la réflexion métacognitive
en proposant une écriture intentionnelle et conscientisée. Donc, on va pouvoir le voir lors des slides suivantes. Et dans un dernier objectif, c'est se faire lecteur de ces textes, puisqu'on verra qu'on est sans cesse en tension entre l'écriture individuelle, collective, en alternance avec des phases orales et des phases écrites. Je veux bien que tu avances, Olivier. Donc là, on vous a mis beaucoup d'exemples. C'était vraiment pour que vous ayez une idée de ce qui est possible de faire et puis une idée aussi des déclinaisons possibles, puisqu'on peut proposer différentes façons d'utiliser ces post-it. Et je pense qu'on peut aussi les décliner à l'infini dans vraiment toutes les phases de notre module. Là, ces écritures post-it, finalement, elles prennent la place dans tout ce milieu de module, puisqu'elles vont être proposées avant les débats, après les débats, avant le nourrissage culturel dont je parlerai juste après, aussi des moments de discussion en groupe, et on va pouvoir rajouter. Ça, c'est extrêmement important avec cette écriture, c'est qu'on peut rajouter, remplacer, déplacer à l'envie ces petites étiquettes autocollantes. Donc, on a un exemple d'une écriture post-it où on a des post-it arguments et des post-it exemples essentiellement sur peut-on se connaître soi-même. Et là, c'était la première phase. Donc, en général, on commence par une première phase seule. Et ça, j'y tiens, puisque une fois que les élèves commencent seuls, on fait une phase, en fait, plutôt de métacognition. Je ne sais pas si c'est la slide suivante, Olivier, si on peut la voir. Voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est que les élèves se confrontent à cette difficulté et qu'à la suite de cette première écriture seule avec les post-it, donc peut-on se connaître soi-même, choisis des post-it de cette couleur pour ton argument, une autre couleur pour ton exemple, et puis à toi de savoir si tu vas le mettre dans le paragraphe argumentatif. Plutôt oui, on peut dire que oui parce que, ou on peut dire non parce que. Donc ça déjà, ça demande beaucoup de compétences et de maîtrise des habiletés. C'est quelque chose qui du coup, va placer les élèves en difficulté et qui nous permet de faire une petite pause et de leur demander mais quelles difficultés avez-vous rencontrées. Et c'est extrêmement intéressant parce que là, on est un peu dans un point de bascule où d'objets d'une norme, on va essayer de les faire de manière sujet de la norme et les faire s'engager nos élèves finalement dans ce processus d'écriture et comment aboutir à cet écrit final. Donc voilà un exemple de ce qu'ont pu me proposer mes élèves. Je n'avais jamais réfléchi à la question. Je veux bien que tu remettes la slide, merci. Je doute que mon argument soit un argument, que mon exemple soit un exemple. Donc là, en fait, on est sur la connaissance des habiletés de pensée. Je ne vais pas forcément tout vous lire, mais de ce constat de difficulté, eh bien, il va falloir en faire quelque chose. Donc, je leur dis, bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez, finalement, pour pouvoir améliorer vos écrits? Et les élèves eux-mêmes, là, c'est vraiment, moi, je suis juste plutôt scripteur dans ces cas-là, vont faire des propositions pour influer le reste du module. Par exemple, pour avoir plus d'idées, il va falloir qu'on ait des références. Donc, qu'on fasse des séances de nourrissage culturel, qu'on fasse appel à des débats. Si j'ai vraiment trop d'arguments, oui. Mais moi, j'ai besoin d'entendre mes camarades sur des arguments, oui. Qu'on puisse reprendre aussi nos écritures en petits groupes, parce qu'à plusieurs, on a plus d'idées. En tête, c'est plus facile. Et qu'on puisse se faire lecteur de ces productions, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, se réunir en cercle d'auteurs. Donc, on peut avancer. Donc, à la suite, on met en place toutes ces séances. Il faut voir qu'en fait, cette écriture post-it, elle intervient au sein même de toutes ces séances de nourrissage culturel ou après les débats. Et puis, on peut voir là sur cette slide l'élève a rajouté des post-it. On voit j'aime bien qu'il les numérote comme ça. Moi, je vois à quel moment du module interviennent les ajouts. Donc là, on voit le 1, le 2 qui, de mémoire, avait été rajouté à la suite du débat. Si on continue, Olivier, on peut aussi avoir des 3, etc. Et puis, alors là, donc c'est la phase post-it où les élèves se sont mis en groupe et ont rediscuté de leurs arguments en groupe et les ont réorganisés. Et finalement, c'est un travail qui est facilité par l'outil même, puisque c'est beaucoup plus simple de rassembler. S'ils s'étaient rendu compte
peut-être que l'argument oui n'était pas un argument oui. Voilà, on peut facilement le déplacer dans les arguments non. Que les différentes idées avaient été mélangées, on peut les rassembler. Et là, on voit avec ce groupe qu'ils avaient abouti à différents paragraphes oui et différents paragraphes non, avec du coup des grands thèmes hein, comme le libre arbitre, la mémoire et la pensée. On peut passer. Donc voilà d'autres illustrations. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans le travail de ce groupe, c'est qu'ils font répondre le oui et le non. Donc là, on est quand même hein, dans une conscientisation de l'argument oui que je vais pouvoir donner. Et puis, dans cette autre petite voix qui nous dit « Ah, mais oui, mais non » aussi, hein, dans cette problématisation, dans ce contre-exemple. On peut passer. Et tout outil a des limites. C'est pour ça que cette année, je me suis dit qu'il n'explorait pas assez les habiletés de pensée. Donc, j'ai voulu rajouter d'autres couleurs de post-it pour qu'on puisse les enrichir. Donc, j'ai commencé à proposer, parce que l'année dernière, j'avais surtout proposé arguments et exemples. Et cette année, on voit qu'on a rajouté donc, les conséquences, les questions, et il peut aussi y avoir un post-it définition. Donc là, c'était sur le rire, c'était le thème du rire, sur y a-t-il un rire universel? Et on peut voir le processus de l'écriture post-it à l'écriture plus linéaire. Il s'agissait ici de ne pas produire une dissertation comme on était en module 1 en septembre-octobre, mais seulement de choisir un paragraphe argumentatif. Donc de développer soit oui, il existe un rire universel parce que, soit non. On pourrait dire que oui, on pourrait dire que non. Donc là, on peut voir différents exemples. Et puis, on n'a pas forcément le temps de le développer aujourd'hui, mais si vous prenez le temps de regarder plus précisément, on voit qu'il s'opère en fait hein, finalement des pas de côté, j'ai envie de dire, entre ce qui est écrit sur le post-it et ce qui va être réécrit linéairement. On voit aussi que linéairement, ça a fait l'objet de plusieurs écritures, puisque à chaque fois, on se réunit en cercle d'auteurs pour pouvoir commenter. Et il y a dans les copies, finalement, un passage du jeu, d'un exemple. Là, dans une des copies, il y a une élève qui avait pris un exemple très, très personnel. Je fais une blague, tout le monde va rire. Donc, le rire est universel. Et puis, dans sa copie, finalement, elle fait un pas de côté. Elle prend plus cet exemple très, très personnel et elle le transforme en exemple un peu plus universel. Donc, ça permet quand même du coup d'accéder à une autre dimension. On peut avancer. Voilà un autre exemple, et peut-être à la dernière copie, parce que je trouvais ça très intéressant, plus là vraiment sur la forme que le fond. C'est un élève qui, en plus cet élève, il n'a jamais fait de philo, qui met un argument, qui met son argument en voie bleue, et qui a compris, avec cet exercice, que les autres habiletés de pensée allaient servir finalement à renforcer ce même argument, et qui, au lieu de les mettre linéairement, les met en colonne. Donc, décline avec son exemple sa question et sa conséquence, qui sont en fait finalement là pour renforcer son argument. Un grand merci, Sabrina. Est-ce que certains, vous avez des questions donc, sur cette écriture post-it qu'on vient de vous présenter? Sinon, on passe à l'outil suivant. L'idée, juste peut-être avant les questions, c'est notre objectif final, hein, c'est l'écrit dissertatif. C'est comment proposer un écrit intermédiaire qui facilite l'écrit dissertatif long final. Alors, si vous n'avez pas de questions particulières, on va passer, Charlie et Sabrina, à nouveau à l'outil de Justine, qui est donc le nourrissage. Je peux peut-être enchaîner, Charlie, hein, on le fait à deux voix, tu complètes. Cette étape qu'on a appelée, enfin que Justine a appelée nourrissage culturel,
et que j'utilise également finalement, et issu d'un double constat qui est communément fait, que ce soit, je pense, du CM2 à la terminale, c'est que les élèves, en fait, ne font pas référence aux références culturelles dans leurs écrivains. Ont beaucoup de mal à citer des références, même si on les a vues en classe, et que proposer des références culturelles lors des séances, les proposer au fur et à mesure, finalement, ne suffit pas. Tout du moins pour nos plus jeunes élèves, ça ne suffit pas, et qu'il faut finalement proposer des séances systématiques de nourrissage culturel. Donc, c'est ce qu'on construit à travers cette illustration de fiches, c'est que finalement, lors de ces séances, les élèves ont un temps pour s'approprier les références afin de pouvoir les comprendre, comprendre les enjeux et puis de pouvoir les utiliser ensuite à bon escient dans leur dissertation. Donc, en fait, ces références, elles ont tout un point commun qui est le thème que l'on a choisi dans le module et elles ont un triple enjeu, je pense. Après, Charlie, tu complètes, hein. Un enjeu de compréhension du document proposé, ça peut être une chanson, ça peut être un livre, ça peut être un extrait d'une vidéo, un poème, ça prend vraiment différentes formes, un tableau, on peut prendre toutes les formes possibles de référence. Un enjeu émotionnel, puisqu'on va aussi questionner l'élève sur ce qu'il ressent à la lecture ou à l'écoute de cette chanson, et ce qu'il en pense, et un enjeu philosophique, puisque la référence proposée vient faire écho au thème et on va toujours demander à l'élève quelle question ce poème, ce texte, cette chanson soulève sur le thème. Quelle question cela soulève sur le rire. Finalement, quelle problématique ça apporte, quelle problématique supplémentaire ça apporte sur le rire. Charlie, à toi de compléter. Oui, je compléterais juste en disant que cet outil-là, il est vraiment très transversal, hein. Il peut vraiment être utilisé avec les lycéens et puis lycée techno, lycée pro. Et puisque l'enjeu, comme tu le disais, Sabrina, c'est vraiment l'appropriation. Et il semble que dans le fait qu'ils n'utilisent pas les références apportées par l'école, il y a aussi un enjeu d'autorité et d'autorisation. Et finalement, par ce dispositif-là, comme tu le disais, en disant d'abord, qu'est-ce que ça vous évoque? Quelles émotions ça vous fait? Quelles questions ça vous pose? Eh bien, on permet, enfin en tout cas, on facilite potentiellement l'appropriation et ensuite l'utilisation pour penser des élèves. Et là, sur les nouvelles fiches de nourrissage, pour faire écho à ce que dit Charlie, j'ai rajouté un espace mes références, en fait, mes références personnelles, puisque c'est vrai que c'est important aussi que ce ne soit pas forcément l'école qui apporte, mais que l'élève puisse, lui, apporter ses propres références sur le thème du rire, sur le thème de l'identité, etc. Et après, dans l'idée où je disais de séances dédiées, c'est pas forcément sur une séance, mais l'idée, c'est de bel et bien utiliser un outil où là, on voit que l'élève écrit à propos de la référence, même si on se dit c'est 15 minutes à la fin de chaque séance, mais c'est qu'à un moment, on puisse écrire, se poser, réfléchir à cette référence culturelle et avoir ce support écrit, puisque tous les outils dont on vous a parlé, les élèves les regardent tout au long de leur module. Ils sont disponibles à l'envie tout au long du module et les élèves s'en servent en fait quand ils font leur écrit long ou même tout au long du module, reprennent leur classeur, regardent ce qui a été écrit et le fait de pouvoir avoir quelque chose d'écrit sur le nourrissage culturel, que ce soit vraiment noté pour chacun, permet aussi de pouvoir y revenir plus facilement. Merci beaucoup à toutes les deux. Et dans le prolongement de cet outil du nourrissage, il y a donc, on l'a dit, hein, la difficulté à faire écho dans les écrits aux pensées des autres. Donc, l'une des finalités quand même, c'est de se décentrer. Et on a un autre outil qui fait écho, qui est une autre forme de nourrissage, un petit peu particulier, qui est donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, de faire écho aussi à ce qui se passe à l'extérieur de la classe. Et donc, chez des pairs, entre autres, d'autres enfants du même âge, mais extérieurs à la classe, ou aussi, alors les pairs, c'est souvent dans le cadre du débat philo, mais c'est aussi aller voir ce qui se passe d'un point de vue un peu sociologique chez un plus jeune, que ce soit chez un ado plus grand,
un grand ado. Alors là, je me positionne au cycle 3, en faisant l'hypothèse qu'on a affaire à des enfants de CM2. Ben, je vais aller voir ce que pense un petit, un ado, un adulte en âge d'être éducateur, qui est des enfants ou pas, et puis une personne plus âgée, une personne âgée de plus de 60 ans, plutôt dans le poste de grands-parents, par exemple. Et là, alors vous allez me dire, le rapport à l'écriture, c'est que normalement, bon, là, on a un exemple où Emma, elle a fait écrire aux gens, donc elle n'a pas tout à fait respecté la consigne, mais l'idée, c'est qu'ils prennent des notes, en fait. Ils mènent un interview, une enquête. Alors, on a eu une discussion entre nous. Certains trouvent que la feuille est un peu trop cadrante, un peu enfermante. Donc, selon les enseignants, soit ils utilisent cette feuille d'enquête, soit l'enfant, il a son petit calepin, il va mener l'enquête sans être enfermé dans des catégories d'âge. Mais l'idée, voilà, c'est d'aller explorer à l'extérieur de la classe. Je ne sais pas si les collègues voulaient rajouter quelque chose, mais si je ne me trompe pas, c'est assez plébiscité de ceux qui l'utilisent, entre autres dans le lien école-famille. Alors, si vous êtes d'accord, on va passer à une troisième catégorie d'outils. Donc, on a vu, je récapitule, l'écriture réflexive et épaississante. Donc, on a vu une écriture en liste, en schéma, en carte mentale. On a vu une écriture post-it. Et puis, on a vu le nourrissage, qu'il soit culturel ou nourrissage par les pairs et par les autres. Maintenant, on va aborder une dernière catégorie d'outils qui va nous mener vers l'écrit linéaire et le projet d'édition. Donc, le premier outil que l'on va vous présenter et qui, donc, j'avais annoncé, se distingue de la carte mentale, c'est la carte conceptuelle. Donc, à toi la parole, Sophie. Oui, alors moi, c'est un outil que j'utilise effectivement après le débat. Donc, c'est un outil qui va, c'est spiralaire, ça va commencer en haut à droite par des prises de notes sur la problématisation, puis ensuite les élèves vont organiser leurs idées et on va tourner jusqu'à la conclusion. Donc, ça va vraiment leur permettre de noter tout un tas d'informations. Ces informations-là, elles peuvent se compléter, se croiser, mais en tout cas, ils vont pouvoir s'en servir. Ça va vraiment être un outil de synthèse. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'ils peuvent visualiser tout l'ensemble de leurs notes et de leurs réflexions sur le même outil. Donc, bon, là, il n'y a pas l'équivalent sur... on n'a pas la forme linéaire qui va aller avec, mais ça donne déjà... sur peut-être l'image suivante, une idée de, si tu peux mettre là, voilà. Donc, ils vont compléter avec des mots, des images, des phrases, des noms, des références aussi. Ils vont choisir eux-mêmes les légendes et les couleurs qui vont correspondre à ce qu'ils veulent faire particulièrement ressortir, soit des arguments, soit des références. Voilà, donc ensuite, cet outil-là, il va vraiment leur servir tout au long de l'écriture linéaire. Ils vont pouvoir, au cours de leur écriture, la modifier, ajouter des choses, barrer, ce qui va venir au fur et à mesure de l'écriture linéaire sur certains points dont ils n'ont pas eu conscience, ils vont pouvoir les rajouter parce que l'écriture linéaire ne se passe pas en une séance. Donc, c'est un outil qui va évoluer au moins en 2 séances. Et puis ensuite, donc ça va leur permettre d'avoir ce modèle-là pour écrire. Donc, on n'a pas l'équivalent en écriture linéaire, mais ça ressemble de toute façon à un écrit dissertatif à la fin. Donc, voilà, c'est un outil qu'ils utilisent aussi. Ils sont habitués à utiliser presque le même outil sur la formation du résumé dans la chronologie des récits, évidemment en 5 parties. Donc c'est un outil qu'ils connaissent bien et qui fonctionne plutôt bien après au service de l'écriture linéaire. Voilà. Un grand merci, Sophie. On avait prévu, Charlie, si tu voulais faire écho à cet outil. Oui, très rapidement, je ne veux pas non plus lire tout ce qui est écrit sur cette slide-là, mais c'est surtout, moi, ce que je trouverais vraiment intéressant dans cet outil-là, c'était vraiment le côté spiralaire, c'est-à-dire que je peux très bien commencer par écrire la conclusion et me dire qu'est-ce qu'il faudrait que je mette dans les autres cases pour pouvoir arriver à cette conclusion. Je pourrais très bien commencer par telle hypothèse
et me dire quelle autre hypothèse je pourrais apporter ou quel exemple je pourrais apporter. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire dans un écrit linéaire. C'est très compliqué de commencer par une conclusion, puis après de dire avant mon document, je vais écrire ça, etc. Et donc ça, c'est vraiment un outil qui est à la fois qui aide vraiment l'écriture et montrer comment c'est une construction et comment c'est pas une construction qui part forcément du début pour arriver à la fin, mais on peut très bien commencer par une autre étape et qui permet aussi, par exemple, je trouve ça vraiment intéressant, qui est la conclusion à côté de la problématisation. Et c'est-à-dire vraiment, c'est la conclusion qui répond au problème de départ, quoi. Et donc, on peut aussi, par exemple, se dire, est-ce que la conclusion à laquelle j'aboutis correspond bien au problème d'où je suis partie? Donc ça, c'est encore une fois, vous voyez, tous les outils qu'on vous montre aujourd'hui, ils peuvent être tout à fait utilisés dans les classes du cycle 3 au lycée. Et c'est tout à fait quelque chose que les élèves de lycée, de terminale pourraient utiliser pour faire leurs écrits linéaires. Parce que c'est vraiment quelque chose qui clarifie et qui est vraiment un support qui aide à l'écriture après linéaire. Merci beaucoup. Alors, je vois, hélas, le temps qui passe. Il est déjà 15h43. On avait dit qu'on finissait à 30. Et on a été peut-être un peu ambitieux. Donc, je vais demander, hélas, aux collègues qui doivent présenter les derniers outils d'être ultra synthétiques pour essayer de se donner 5 minutes au moins de questions. Merci Agnès. Donc Stanislas, si tu peux en 2 minutes donner envie aux gens d'aller voir la ressource en ligne. Oui, voilà. Exactement. Donc là, les cercles d'auteurs, c'est un dispositif pédagogique qui consiste à organiser finalement les tâches d'écriture des élèves, de l'apparition du sujet qu'on va proposer aux élèves, aux enfants, à la publication sous différentes formes du projet d'écriture. 6 étapes, planification qui correspond finalement à quelle stratégie on va mettre en œuvre pour répondre au sujet, donc avec une interrogation individuelle, puis une interrogation en groupe éventuellement, avec un fort étayage de la part de l'enseignant ou de l'animateur pour guider le travail d'écriture. Ensuite, la rédaction. Alors nous, on préférera une rédaction seule, mais pourquoi pas à plusieurs, c'est tout à fait envisageable. Il s'agit ici de répondre au sujet à partir des différents éléments qu'on a planifiés pour répondre au sujet. La phase de partage. En fait, les élèves se retrouvent avec une copie d'un autre camarade et ils vont annoter la copie du camarade en lui apportant à la fois les commentaires, les appréciations qui répondent aux critères de philosophicité, par exemple, et également donner finalement des conseils pour éclaircir le sens ou bien revenir sur les éléments de la planification manquant dans le premier jet d'écriture. Phase de réécriture, à partir des conseils donnés, les élèves reprennent leur copie, révisent par la suite, réécrivent leur copie. Puis on arrive à la phase de révision, où là, pareil, échange de commentaires, de critiques, et en vue d'une publication sous différentes formes, une publication en retravaillant l'écrit originel et en faisant une correction orthographique ou une mise en page particulière ou tout simplement une mise en voix si on veut élargir le type de production. Voilà. Et je m'arrête là, peut-être la slide suivante. Merci beaucoup Stanislas. Donc un site, on vous met le lien. Ici, vous cliquerez au milieu du diaporama et vous aurez le lien vers le site officiel des cercles d'écriture avec de nombreuses vidéos exemples. Ouais. Voilà. Peut-être on passe à la suite, Stanislas, si tu veux bien, pour être sûr de pouvoir finir à temps. Voilà, vous lirez ça à tête reposée, mais Stanislas t'a dit l'essentiel. C'était des exemples. Sabrina, tu veux dire un mot quand même rapide des mini-dissertations à 23 mains? Oui, je peux dire un mot très rapide. C'est une illustration
finalement d'une écriture finale qui s'est réalisée à 23 mains, qui a fait l'objet d'un plan collectif, bien évidemment, puisqu'il fallait qu'on sache où on allait, d'une rédaction collective de l'introduction, d'une rédaction seule, puis en groupe d'une partie, et puis d'une rédaction individuelle de la conclusion qui, pour moi, doit être l'objet d'un itinéraire personnel, en fait, de pensée. On peut juste, je peux juste dire en 2 mots, finalement, que cette dissertation collective à 23 mains va être facilitante pour passer du jeu au on, pour faciliter la dimension initiative, du choix d'une voie personnelle à une écriture plus collective. Donc ça permet voilà, d'avoir une polyphonie du texte avec les idées des autres et puis les références apportées par les autres. Donc, un grand merci, Sabrina, sachant que donc tous ces outils, je vous ai annoncé au début que si on allait un petit peu vite, on s'en doutait un peu parce qu'on a beaucoup de choses à vous présenter, mais tous ces outils font l'objet de documents développés sur notre site. Donc l'idée, c'est de vous donner envie, voilà, aussi d'aller voir notre site et de voir les outils qu'on vous propose. Donc là, on vous donne, voilà, du coup, on espère, pour découvrir nos outils. Charlie et Sabrina, en un mot, cet autre outil qu'on a vu en introduction, hein, on a bouclé, on a vu la fiction au début, on voit la fiction comme projet. Bah, juste en un mot, c'est un écrit final, et puis finalement, en regardant ce qu'on allait vous proposer, j'en avais jamais pris conscience, mais je commence avec un écrit personnel au début du module et je termine souvent par une poésie. Et je me dis que finalement, on va de soi à soi en passant par le on. Et puis là, sur la droite, vous avez un autre type d'écrit que les écrits classiques en philosophie. Là, c'est un pastiche, donc à la manière d'eux. À la base, c'était un texte de Maupassant tiré de chroniques. Et c'était un texte sous forme d'article de loi où il était interdit d'être heureux. Et en fait, ici, j'ai proposé à Anne-Sophie de le faire sur le rire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu tout un tas de travail de relever des expressions types des articles de loi. Donc, il est formellement interdit, il est défendu, tous les adverbes aussi qu'on retrouve assez souvent dans les articles de loi. Et ils ont créé des articles de loi assez drôles d'ailleurs, sur le rire. Je reprends un par exemple. Il y avait sous peine d'être puni de. Voilà. Il est interdit de trouver la blague de ce compatriote nul ou inintéressante sous peine de 20 ans de chatouille. Vous voyez, typiquement le genre de choses qu'ils ont pu inventer. Mais pareil, vous pourrez lire plus calmement ces choses-là, mais il y a vraiment des choses intéressantes. C'est vrai qu'Anne-Sophie a fait très bon retour sur cet exercice-là. Et puis peut-être préciser que ces écrits ne sont possibles que parce qu'il y a eu tout le travail en amont que vous avez vu au cours de cette conférence. La qualité des écrits finaux est liée au module complet. Sabrina, donc en un mot, donner envie à notre public d'aller voir et découvrir la faisabilité d'un journal philo sans que ce soit chronophage. Oui, ça c'est ma collègue Justine qui réalise ce philomag avec ses élèves de 6e. Et elle essaye de réaliser un philomag par thème. Et vraiment, en toute franchise, ça ne prend pas autant de temps que ce qu'on pourrait le penser. Chacun prend en charge une page et puis ça permet de regrouper finalement tout ce qu'ils ont fait dans le module. C'est absolument génial. En plus, parfois, elle fait participer d'autres classes, donc c'est vrai que ça permet de coopérer. Moi, je trouve ça, c'est vraiment un superbe outil pour donner à voir tout ce qui a été fait dans le module et puis pour mettre en valeur les écrits des élèves. Tu peux peut-être faire le petit témoignage que tu m'as partagé ce matin au téléphone, qui est quand même révélateur pour notre public. Par rapport à la médiathèque ? Eh bien oui. Oui, alors ces journaux, alors moi je trouve ça extra. La médiathèque de notre ville, puisqu'en fait on travaille dans la même ville, propose ces philomags à l'emprunt. Donc elle avait trouvé ça très gentil, mais elle se disait bon, personne ne va les emprunter, et en fait non, pas du tout. Ils sortent régulièrement, le personnel de la médiathèque lui a fait le retour comme quoi ils étaient vraiment empruntés, donc ils font voilà, dans les familles. Et j'aime beaucoup moi cette idée que ça ne reste pas que simplement dans le champ de l'école.
Donc voilà, c'est la trace de tout le module en fin de compte, hein. Donc c'est en ce sens-là que c'est assez rapide à faire. Stanislas, toi, l'objet fini, un petit peu, c'est aussi l'expérience d'une radio d'expression en un mot. Ce serait à Oui, la voilà, fin. l'idée, c'est de partager les différentes synthèses ou les productions des élèves en atelier philo. Et voilà, donc ils s'enregistrent via la web radio et puis on diffuse à l'intention à la fois des élèves et des parents. Donc c'est aussi un outil de communication formidable. Voilà. Donc on est allé un petit peu vite sur la fin, on s'en excuse, on aurait voulu quand même quelques questions de votre part, donc on va conclure rapidement et puis on aura quand même 5 minutes, hein, 55 à 16 heures pour répondre à vos questions et puis vous donner envie d'aller voir notre site. Donc c'est Charlie qui va commencer la conclusion et puis moi je vais l'achever. Là, ce qui est vraiment intéressant à retenir, à mon avis, dans la présentation qu'on vous a faite aujourd'hui, c'est l'idée que il y a vraiment un gros potentiel, et surtout quand on commence plus tôt, et c'est vraiment des outils qui sont adaptables à différents niveaux. Cette idée que c'est une approche circulaire et non pas linéaire, donc du cycle 3 au lycée. L'idée aussi que l'écrit est un processus plus qu'un produit. Et donc, que finalement, toutes les étapes, c'est aussi plus que le résultat qu'on recherche, c'est qu'est-ce que l'écrit donne à faire comme mouvement de pensée, comme étape de la réflexion. L'idée aussi qu'une écriture philosophique, finalement, c'est plutôt des écritures philosophiques, et qu'on a pu voir aujourd'hui la grande richesse des types d'écriture possibles autour de la philosophie. Je t'en prie, tu peux continuer. Le mot de la fin, en fait, finalement, c'est que dans le contexte actuel, il y a pas mal de gens qui sont, alors c'est peut-être pas vous le public aujourd'hui, mais qui sont un peu braqués contre l'école, hein, l'école caserne, et donc qui ont envie d'autre chose que l'école. Et nous, on milite pour cette école publique, gratuite, laïque, obligatoire. On milite pour cette école de l'égalité, hein, qui n'est pas ségrégative, n'est-ce pas? Et en fait, il nous semble que cette écriture philosophique, sa place dès l'école élémentaire, elle promeut, voilà, cette école, lieu d'émancipation. Et donc, en fait, on vise la scolarisation de l'écriture et non pas sa déscolarisation, mais la scolarisation au sens noble du terme. Une scolarisation qui est en fait le lieu du loisir, le lieu de la liberté, un lieu qui n'est pas le lieu de l'entreprise, hein, et un lieu mercantile. Et finalement, notre but aussi, c'est un petit peu d'être provocateur. Vous savez tous, si vous êtes familiarisés à la philosophie avec les enfants, que l'idée, c'est de philosopher plus que de faire de la philosophie. On va vous provoquer pour finir et en disant pourquoi faudrait-il réserver la philosophie à une élite et le philosopher, peut-être, hein, au petit peuple, aux enfants. Donc nous, on a espoir de faire de la philosophie pour tous, voilà, une philosophie peut-être exigeante, mais libératrice. Donc finalement, notre enjeu, l'enjeu que je n'avais pas annoncé au départ, l'enjeu de l'écriture philosophique, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu de démocratie. Voilà, merci à tous. On a fini, enfin, et on vous propose de répondre à quelques questions avant de se séparer. Le diaporama étant, ne nous demandez pas, le diaporama étant en ligne, en fait, dès la fin de cette conférence. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Il y a une question d'Evelyne. Allez-y, Evelyne. Oui, bonjour à tous. Alors, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais déjà eu le plaisir de vous entendre tous les trois, parce que Stanislas n'était pas là lors de votre intervention au collectif Défi, mais comme j'ai le cerveau lent, je dois avouer que 2 heures à la place d'une, ça m'a été très bénéfique aujourd'hui. Et puis, je rajouterai juste que j'ai eu le plaisir de revoir les petits schémas d'Olivier et que ça m'a rappelé des bons souvenirs de mes débuts d'atelier philo. Mis à part ça, la question c'était, mais Olivier y a presque répondu dans la conclusion, Olivier et Charlie. J'ai bien compris que vous étiez plus attachés au processus qu'au résultat dans tout ce que vous faites. Au demeurant, justement, la question c'est, est-ce que vous avez, alors l'ambition, l'espoir, Olivier en a parlé, de modifier justement ce cursus institutionnel classique qu'on connaît aujourd'hui,
pour une école plus libertaire, justement, plus émancipatrice. Est-ce que votre souci, c'est juste l'émancipation de l'élève ou est-ce que vous avez espoir, avec vos travaux de recherche, de pouvoir un jour modifier le cursus scolaire classique tel qu'on l'a aujourd'hui? Alors, je propose Sabrina ou Sophie, Stanislas ou Charlie de répondre. Et j'ai oublié de dire que moi, je suis une vieille, mais que j'aurais bien aimé avoir Sabrina comme institut quand j'étais à l'école primaire. Merci. Ouais, je peux apporter un élément de réponse et mes collègues compléteront. C'est une immense question pour un immense chantier et voilà, j'aurais pas la prétention de dire que je vais changer l'école, mais que chacun déjà change les choses dans sa classe avec cet idéal d'égalité des chances et de proposer à tous quelque chose d'exigeant, qui les mette en valeur et d'ancrer dans l'esprit des élèves qu'ils sont capables en fait de cette excellence. C'est déjà pour nous, je pense, un bon début. Et peut-être que si on est de plus en plus nombreux, grâce à ce qu'on propose, à ce que d'autres vont proposer à le faire, eh bien, tous ensemble, on arrivera à une école plus juste, plus égalitaire. Voilà mon élément de réponse. Les collègues me compléteront. Oui, voilà. Enfin, moi, je vais pas vraiment compter, mais à titre personnel, effectivement, moi, j'observe les bienfaits dans ma classe et voilà, dans chacune des classes avec lesquelles je fais de la philosophie et particulièrement de l'écriture philosophique. Voilà, l'apport que ça peut avoir dans l'interdisciplinarité et puis des compétences transversales. Si on pense en termes de profs et après en termes démocratiques, effectivement, permettre à ces élèves qui peut-être n'iront pas en filière générale par la suite et donc ne feront pas de la philo, de pouvoir les initier dès le CM1, le CM2 et 6e, moi je trouve ça génial. Voilà. J'ai le plaisir à le faire en tant qu'enseignant et en tant aussi que citoyen. Merci, ça nous réconforte d'entendre des gens comme vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, il y a beaucoup de remerciements, hein, c'est très stimulant, ça donne de l'élan, plein d'occasions de collaboration. Il y a des doubles discussions dans le chat avec des gens qui se donnent rendez-vous, en tout cas pour collaborer. Enfin voilà, il y a Annie aussi qui vous remercie. Le lien de votre site, on va le remettre, on l'a mis en début de webinaire, on va vous le remettre. Moi, je rajouterais bien quelque chose. Parce que, allez-y, Charlie. En fait, là, on a beaucoup parlé des élèves, mais en fait, au départ, je parlais du rapport à l'écrit des adultes, des enseignants, mais pas que. Et en fait, moi, cette recherche-là, elle me fait aussi changer mon rapport à l'écrit. Là, en ce moment, j'écris une thèse et je me sers des post-it, par exemple, pour choses que je ne faisais pas avant, des cartes mentales, des cartes conceptuelles. Et en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que travailler avec les enfants, c'est aussi soi-même changer sa façon, son propre rapport à l'écrit, à la philosophie aussi, et puis à l'enseignement. Enfin, moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup fait changer aussi ma façon d'enseigner en lycée. Et je trouve ça essentiel. Et les enfants aussi peuvent nous apprendre. Quand on pense aux écrits non linéaires, par exemple, que Sophie arrive à faire avec ses pouchous, on se dit, mais en vrai, je devrais faire une carte comme ça. Ça se trouve, ça va m'aider, moi, en tant qu'adulte, pour écrire. Donc, il y a aussi cette dimension-là, je trouve, qui pouvait être intéressante à évoquer aussi pour finir. Oui, et puis moi, en profiter, j'aimerais bien que Sophie, si tu veux bien avoir le mot de la fin, parce que rendre hommage à Sophie Blondet, qui est dans cette recherche depuis 5 ans. Donc, j'ai parlé d'un Léa qui a commencé il y a 3 ans, mais on avait commencé il y a 4 ans avec Sabrina et 5 ans avec Sophie, qui maintenant a une longue pratique de la philosophie et de l'écriture philosophique. Donc, Sophie, si tu veux le mot de la fin. Merci. Le mot de la fin, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que moi, je suis rentrée dans ce dispositif parce que je fais beaucoup écrire mes élèves depuis très longtemps et on ne peut pas dissocier les écrits philo des écrits littéraires pour moi. Donc, en fait, c'était une suite logique
puisque quand on travaille sur un roman sur le thème de la liberté, on aborde forcément ce thème-là de façon beaucoup plus vaste. Après, voilà, c'est un lien qu'on ne peut pas enlever. Il faut juste que tous les enseignants se disent en classe, on a le temps d'écrire, il faut le prendre ce temps. Et que quand c'est programmé, c'est prévu, c'est organisé, on ne peut pas passer à côté. On a des élèves qui se révèlent dans l'écrit, beaucoup plus parfois qu'à l'oral d'ailleurs. Donc faire écrire les élèves, c'est fondamental. C'est les emmener vers une autonomie, vers une pensée. Et oui, je suis en fin de carrière, donc je peux comparer. Et effectivement, moi, j'aurais bien voulu rencontrer Olivier Blon quand j'avais 25 ans. Et voilà, et je suis ravie d'avoir fait cette expérience et de se rendre compte finalement qu'on passe à côté de ça quand on est dans une classe, parce que nos élèves pensent et on ne prend pas le temps de voir ce qu'ils pensent. Et ce projet-là, il est révélateur de tellement de capacités chez eux que c'est vraiment formidable. Donc, vive nous, quoi. Voilà, c'est tout. Merci. Écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment très dense et je pense que voilà, ça donnait beaucoup d'idées à toutes les personnes présentes. Merci Sabrina, merci Stanislas, Charlie, Sophie, Olivier. Si vous pouvez quand même m'envoyer, Olivier, le support, on mettra le lien de toute façon vers l'Académie de Nantes et Fil de Zec, mais moi comme ça je le mettrai pour les utilisateurs inscrits qui ne sont pas venus aujourd'hui. Après, je remets dans le chat là tout le site donc du groupe de recherche, la notice du parcours, le prochain webinaire avec Ionu la semaine prochaine. Là, on sera à l'université dans le département des sciences du langage à la Sorbonne où Ion mène des ateliers philo avec des étudiants allophones. Et je vous ai remis aussi Dominique Milner. Et puis, on vous fait signe aussi à tous dès qu'on a monté l'enregistrement. On est en mission la semaine prochaine, donc ce sera vraisemblablement la semaine d'après, la première semaine des vacances. Et donc voilà, on vous écrit, on vous transmet le montage, et pour les participants, on le mettra sur le Geniali, dont je vous remets le lien aussi, mais que vous connaissez bien. Et voilà, merci à toutes et à tous, et excellent après-midi à vous. Et à bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir à tous. Merci. Au revoir à tous, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.